Bonjour à tous et bienvenue sur le Run Success Podcast. Je me présente, je m'appelle Enzo, je suis coach expert en course à pied et prévention des blessures. 1 à 2 fois par mois, je vous emmène à la rencontre d'athlètes de haut niveau ou encore de personnalités atypiques et experts de l'entraînement. Dans cet épisode, j'ai eu l'honneur de recevoir Eric Clavry, grand champion français d'ultra-endurance. Eric s'est illustré sur des formats du 100 km route en passant par le 24 heures ou encore sur des formats trail tels que la Diagonale des Fous et l'UTMB. C'est vraiment un profil polyvalent avec une résilience exceptionnelle. Eric Clavry est également préparateur mental. Dans cet épisode, on va aborder différents sujets. Tout d'abord, Eric va nous raconter son histoire. Ensuite, il nous parlera de sa philosophie de l'entraînement, de son métier et pour finir, de ses prochains objectifs. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le Run Success Podcast. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir un invité incroyable, Eric Clavry. Merci Eric en tout cas d'avoir accepté mon invitation. C'est un très, très grand plaisir pour moi de t'accueillir. Donc on ne présente plus Eric, hein, avec ses grosses performances en ultra-endurance et sa grande longévité depuis déjà, plusieurs années sur le circuit. Je te laisse te présenter Eric, ainsi que, les grandes lignes de ton palmarès pour les auditeurs. Salut Enzo, salut tout le monde, merci beaucoup de me recevoir. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager. Alors donc moi c'est Eric. Je fais du trail, enfin du sport à haut niveau depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai fait du triathlon déjà, j'ai fait 2 fois l'Ironman d'Hawaï. Et puis en 2008, je suis passé sur trail. Ça a vite donné des bons résultats puisque j'ai fait champion du monde en 2011, entre autres. Et puis j'ai continué. Donc j'ai fait deux fois quatrième et une fois sixième à La Réunion, de top 10 à l'UTMB. J'ai gagné des courses comme la Saint-Élion qui a eu lieu tout récemment, comme l'Eco-Trail Oui. de Paris, comme des courses à étapes comme la Grande Tout Grande aux États-Unis. J'ai fait deux top 5 sur des marathons des sables au Maroc et au Pérou à l'époque où c'était l'année où c'était sur une année, sur une semaine. Bref, pas mal de résultats. Sinon, moi, professionnellement, parce que je travaille, je ne suis pas professionnel parce que à l'époque où je faisais du trail il y a une dizaine d'années, enfin j'en fais toujours, mais où j'étais à haut niveau en trail, il y avait très peu de professionnels encore, hein, ça s'était pas aussi développé qu'actuellement. Donc moi je suis préparateur mental, donc je fais du coaching, donc j'aide les athlètes, mais aussi les entrepreneurs à optimiser leur potentiel pour atteindre leurs objectifs de la meilleure des manières, avec le plus de bien-être possible en étant pour atteindre cette performance recherchée, donc notre performance propre. Je fais aussi des conférences en entreprise et là, je me suis, on va dire entre guillemets «reconverti», même si je continue le trail, sur le trail aventure. On aura peut-être l'occasion aussi Oui. d'en reparler. Donc, si on en reparle plus tard, je te laisserai, je vais laisser le suspense. Eh bah, super, merci beaucoup pour cette super présentation. Là, ce que je te propose, c'est qu'on revienne un petit peu, de manière rapide, sur ton enfance. Voir comment tu es arrivé à pratiquer la course d'endurance. Est-ce que ça a été une motivation plutôt familiale ou une motivation intrinsèque, des relations, externes? Comment ça s'est passé pour toi et quel était déjà ton mindset, tout petit? Bah, moi, déjà, mes parents étaient profs d'éducation physique et sportive, donc et faisaient de la course à pied et de l'athlétisme. Donc D'accord. naturellement, j'ai été baigné dans la course à pied depuis très petit. Et puis, ils nous incitaient pas, mais ils nous laissaient l'opportunité. Je vais plus le dire comme ça parce que pour moi, c'est important de pas obliger ses enfants. Et d'ailleurs, ce que je fais avec les miens maintenant, parce que je l'ai pas dit, j'ai 3 enfants actuellement. Enfin, et puis ça va arrêter là normalement. J'ai 3 enfants. Et c'est vrai qu'ils m'ont proposé de courir, ils m'ont mis aucun frein, donc j'ai toujours eu ce plaisir à courir. Ça a été un peu, j'étais quelqu'un de très très introverti quand j'étais jeune, et pour moi la course à pied ça a été un petit peu un refuge. Ça a été un peu ça a été mon univers en fait. C'est là où je m'épanouissais. Donc c'est vrai que à la maison je courais tout le temps. Quand mes parents allaient faire des courses, ben nous on faisait les courses enfants. On manquait pas une occasion. Ils m'emmenaient également courir avec eux pour s'entraîner.
D'accord. Et puis, quand on allait en vacances, je revenais de la plage en courant, je faisais le tour de la maison en courant. Enfin, c'était vraiment, mon Mmh. univers. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu culturel, éducatif et puis, naturel, quoi, au final. D'accord, ouais, ouais, donc tu as plus ou moins toujours couru. Est-ce que tu te souviens à l'âge à laquelle tu as fait peut-être tes premières foulées, Ah, c'est difficile à dire. Ça fait rigoler ma femme, mais j'ai coutume de dire que depuis que je sais marcher, je cours. Mais c'est un peu ça, parce que depuis que je sais marcher, j'ai même une photo où mon père qui faisait du décathlon m'emmène sur un stade d'athlétisme. J'étais dans son sac de sport, donc j'étais vraiment tout petit. Donc non, c'est vraiment Ancré, ouais. Mmh. ancré, ouais, ancré depuis tout le temps, quoi. D'accord, d'accord, super, ouais, ouais. Ouais, donc tu penses aujourd'hui avec du recul que c'est peut-être grâce à ça aussi que ton corps a été préparé et rodé, on va dire, pour encaisser ce type de distance qui paraissent inhumaines pour le commun des mortels, on va dire? Ouais, complètement, c'est cette éducation qui m'a forgé parce que, mes parents ne me mettaient aucun frein. C'est-à-dire quand j'avais tant que j'avais envie de courir, je pouvais courir des heures et des heures et c'était pas, «Ah non, non, faut pas que tu fasses trop, tu vas t'abîmer». Par contre, Oui, ils me forçaient pas. Quand je me rappelle quand j'avais 9 ans et demi, mon père qui coachait un groupe de jogging. Tous les ans, au mois de janvier, ils faisaient un test d'une heure sur piste, donc il fallait faire le plus de distance possible sur une piste. Et puis, quand j'avais 9 ans et demi, il m'a dit, bah, si tu veux, mais sans me forcer, si tu veux, tu peux venir faire le test. 9 ans et demi que son père propose de faire une heure, c'est pas classique, quoi. Et ouais, carrément. moi innocemment et aimant courir, j'ai dit oui, quoi. Et donc j'ai fait 7 heures sur piste. J'avais dû faire 11 kilomètres 300, ou 11 kilomètres 400, donc plutôt pas mal à 9 ans et demi. Et voilà, mais c'est vraiment, voilà, quand on était, je disais quand on était l'été, la plage, on allait à la plage, sur la Palmyre, en Charente-Maritime, qui était à 4 kilomètres de la maison. J'avais entre 8 et 10 ans et ils me proposaient de revenir en courant. Bah, moi, je disais oui. Donc je me faisais, des retours de 4 kilomètres, 4-5 kilomètres en courant pour revenir à la maison, quoi. Donc voilà, il y a pas eu de frein et ça m'a permis de développer ces capacités d'endurance à cet âge où on génère des hormones qui nous permettent de bien mieux récupérer, hein. D'ailleurs, on le voit, les enfants, Bien sûr. jamais ils sont fatigués, toujours ils repartent. Et parce Mmh. que voilà, quand on est enfant, adolescent, c'est là qu'on développe en fait ces qualités d'endurance. C'est d'ailleurs pour ça que les Africains, Éthiopiens, Kenyans notamment, ont ces grosses qualités d'endurance parce que depuis tout petit, ils sont habitués à courir pour aller à l'école, pour aller, enfin pour tout. Et donc c'est là que ces facultés. Donc voilà, je pense qu'effectivement, au niveau course à pied, c'est ce qui m'a beaucoup développé, permis de me développer. Et puis au niveau éducatif, quand on partait en vacances avec mes parents, je me rappelle dans d'autres pays, en Grèce ou ailleurs, c'était un peu en mode aventure. Je me rappelle en Grèce notamment, on habitait en Normandie, on faisait Normandie-Grèce en voiture, on faisait 2 jours de voiture non-stop jour et nuit. Sur place, ils gonflaient le Zodiac et puis après, c'était du koh sur les îles, quoi. On mangeait la pêche que mes parents chassaient et ça, j'avais entre 5 et 8 ans. Donc j'étais tout petit. Donc ça m'a permis de développer aussi cet amour, cette passion pour l'aventure. Et Oui, ça, c'est oui. resté ancré. C'est pour ça que je me suis mis au triathlon parce qu'à l'époque, dans les années 2000, se mettre sur de l'Ironman, c'était encore un peu le côté aventure, le défi, quoi. Et puis, quand ça a passé dans les années 2008 où c'est devenu beaucoup plus performant, je suis passé sur trail, où on était dans les années 2010 un petit peu dans cet état d'esprit-là. L'ultra trail, la Réunion, c'était un peu de l'aventure. Et puis les années passant, voilà, je me suis, réinventé au fur et à mesure des années pour rester vraiment ancré sur le sens que je donne au sport et mes raisons d'être par rapport au sport, qui sont, la performance, l'aventure, le défi, quoi. Et rester vraiment ancré sur mon ADN. OK, je vois. Ouais, ouais, donc tu as toujours été plus ou moins, sur des distances vraiment d'aventure, en nature, ou tu as quand même fait, on va dire tes éducatifs, en club d'athlétisme avec des 1000 mètres, des choses comme ça sur piste ou pas vraiment? Tu tout de suite été, Pas vraiment parce que alors pourtant mes parents étaient dans un club, hein, et malgré tout ma première licence d'athlétisme, elle doit remonter à 2016. J'étais déjà en Charente-Maritime, Ah oui, d'accord, ouais. donc tardivement, hein, 2016. Donc j'avais 16 ans parce que je suis né pardon, 1996, j'avais 16 ans, parce que je suis né en 1980. Donc en 1980, donc en 1996 pardon, donc à 16 ans, donc assez tardivement au final. OK.
OK. Et c'est là que j'ai commencé à alors je faisais du cross en UNSS, notamment, en sport scolaire, mais en licence pure, je l'ai fait qu'à cet âge-là, qu'à 16 ans et pour autant, il y avait pas forcément, je m'entraînais tout seul, c'était vraiment pour faire les compétitions. Ma Mmh. mes 1 entraînements, sérieux sur piste, tout ça, c'est quand j'étais étudiant à La Rochelle, donc à 18 ans, quoi, où j'ai rejoint le club de La Rochelle, le Nice Athlétisme et où j'ai pu, faire des séances beaucoup plus cadrés, qui m'ont permis de passer un gap, donc de performer un peu mieux. Et puis, quand je suis passé après, je me suis entraîné pas mal tout seul en triathlon et quand j'ai commencé le trail, j'ai eu la chance de rencontrer une personne exceptionnelle, Pascal Balducci, hein, donc mon coach historique. J'en avais eu d'autres avant, mais c'était plus du coaching, comment dire? À la carte quoi, plaisir, de club. Mmh. Mais là, ça a été mon premier vrai coach, individuel, personnel. Il a commencé lui aussi avec moi, on s'est développé ensemble et là, c'est là que j'ai un peu explosé parce que j'avais jamais eu cette théorie de l'entraînement, ce suivi, ce professionnalisme dans le suivi avec Pascal et ça m'a permis de sauter un gap énorme et notamment jusqu'à aller, à devenir champion du monde en 2011 et tout ce qui est enfin et tout ce qu'il y a eu après, ce que j'ai pas cité, mais j'ai notamment le record de France de 24 heures. Oui. Donc, sur un anneau d'1,5 km, donc qui était à Albi lors du championnat du monde où je fais 4e. J'ai été aussi équipe de France de 100 km avec un chrono en moins de 7 heures. Donc ça m'a vraiment permis d'accéder à ce haut niveau, même si je considère qu'un petit peu que j'étais à haut niveau en triathlon, parce que j'ai fait 2 fois l'Ironman d'Hawaï notamment, j'ai fait moins de 9 heures sur Ironman. Mais c'est vrai que Pascal m'a vraiment permis de passer un gap parce que, bah, c'est des briques qui se sont mises en place les unes après les autres et qui m'ont permis de de mettre des choses, des compétences en place pour atteindre ce haut niveau, quoi. D'accord, d'accord, très bien. Bah, écoute, tu fais vraiment la bonne transition puisque là, j'allais te parler justement de l'évolution de ta philosophie de l'entraînement, c'est-à-dire par rapport à tes débuts, jusqu'à la rencontre avec ton coach. Qu'est-ce que vous avez mis en place donc dans les grandes lignes, hein, mais pour que tu puisses atteindre ce niveau-là? Parce que j'ai cru comprendre, j'ai beaucoup potassé aussi sur toi et j'ai cru comprendre que tu avais une approche un petit peu détonnante dans l'ultra, c'est-à-dire que tu faisais pas forcément autant de volume à pied qu'on pourrait le penser. Tu fais beaucoup de vélo, d'après ce que je comprends et tu pas forcément en plus, donc ça, on va vraiment en parler, sur un terrain très, très spécifique à la montagne et pourtant tu arrives quand même à performer donc c'est pour ça que, ouais, ça m'intéresse vraiment beaucoup de voir ça. Eh ben, effectivement, comme je l'ai dit dans ma présentation, je viens du triathlon, hein. J'ai commencé à 16 ans le triathlon, en fait, et j'ai commencé mon premier Ironman qui était pas le plus simple, qui était Embrun à 23 ans, hein, en 2003, Ah oui, et oui, puis donc en plus très jeune, très sur jeune, Ironman. assez précoce dans l'endurance, en fait, hein, comme je le disais, à 9 ans et Oui, demi, oui, oui. j'étais déjà à 1 heure, enfin donc c'est venu très vite. Au début, je m'entraînais un peu au feeling, je faisais du volume, en fait. Quand je faisais du triathlon, j'étais à 15-17 heures d'entraînement par semaine. Alors Oui, maintenant ça paraîtrait peut-être pas si énorme que ça, parce que maintenant ils font des volumes énormes. Mais malgré tout, pour moi, c'était quand même des gros volumes. oui. Je roulais beaucoup, j'ai beaucoup aimé le vélo. J'ai fait 2 années en club, alors j'étais à la rue parce que j'arrivais pas à suivre le peloton, donc j'ai vite arrêté. Mais j'ai toujours eu ce plaisir du vélo. Je peux revenir sur l'anecdote parce que en fait, j'ai commencé le vélo, suite à une blessure, en mobilette, le jour du brevet. Mais voilà, je me suis pris de passion pour le vélo et donc j'ai toujours beaucoup pratiqué le vélo. La natation, je m'y suis mis tardivement, donc en triathlon, c'était plutôt une lacune qu'autre chose. OK. Mais ça fait que ça a développé mes qualités d'endurance, notamment avec le triathlon, l'Ironman. Et quand Oui. je me suis mis, au trail, enfin, quand je me suis spécialisé plus sur uniquement de la course à pied avec le trail en 2008, où j'ai rencontré, notamment Pascal qui lui aussi avait un passif de triathlète, hein. Quand il était plus jeune, il faisait du triathlon. Donc c'est vrai qu'on a conservé un petit peu ce mode-là. Et puis à cette époque-là, faut pas oublier qu'il y avait notamment Thomas Laure Blanchet, voilà, Oui. qui était ancien triathlète avec ses victoires, on s'en rappelle aux Templiers notamment et pas que, qui a un gros palmarès. Donc voilà, il y avait quand même cette démonstration entre guillemets que le vélo apporter des choses très intéressantes par rapport au trail en termes d'endurance de force, de puissance, en termes de volume, de préservation aussi de la santé et au niveau trauma, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc c'est vrai que j'ai toujours conservé ce volume. Donc on a vraiment axé là-dessus et j'en profite parce que je l'ai vraiment juste à côté, c'était pas fait exprès. Mais en fait, ça c'est le livre qu'on a coécrit avec Pascal
Donc D'accord. Pascal, disparu l'année dernière, hein, d'un cancer, mais qui est toujours avec nous. Et ça, c'est le livre, en fait, qui retrace un petit peu nos 13 années communes d'entraînement où on explique justement un peu tout ce process, où on va conserver un gros volume avec le vélo. Et en fait, à pied, on va axer principalement sur les spécificités de ce qu'on voudra travailler. C'est-à-dire qu'on va travailler la D'accord. technicité, on va travailler l'intensité, la proprioception, ce genre de choses. Et avec du renforcement musculaire également. Donc là, on rejoint vraiment la démarche école de trail, hein, de Seb Cornette. Je ne sais pas si tu l'as déjà eu, mais Oui, oui, voilà, oui. on est vraiment dans cette méthode d'entraînement et cette démarche de se préserver en développant et en optimisant vraiment les différents potentiels à développer pour atteindre un objectif. Et comme tu l'as évoqué, d'autant plus que moi, je ne l'ai pas dit, mais j'habite dans le vignoble nantais. C'est le département le plus plat de Et oui. France, le plus bas de France. À nous, notre sommet dans le département, c'est 60 mètres, c'est un terril dans le nord du département. Moi, ma bosse la plus grosse, là, si je prends à une demi-heure autour de moi, ça doit être allez, 20 mètres de dénivelé si je suis généreux. Donc, c'est sûr que pour préparer un UTMB ou préparer un grand raid, c'est pas les conditions les plus optimales. Et pour autant, je, je vais très rarement en montagne, hein, quand je prépare un UTMB ou une réunion. Je vais aller allez, on va dire je vais faire deux séjours de 5 jours en montagne quoi, pour préparer une telle course, ce qui est très peu au final. Mais je vais développer ces compétences, notamment avec du vélo, justement, avec l'intensité spécifique, avec des choses qu'on a mis en place pour développer mes qualités, mes capacités. Et ça a plutôt bien fonctionné parce que je pense que mes résultats, bon, on n'est pas loin de les avoir optimisés. Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment super intéressant parce que je pense que tu es l'un des seuls dans ce niveau de performance à pas axer ton entraînement sur, une grosse dominante de course à pied en montagne. Et du coup, comment est-ce que tu bosses cette technicité du coup, à l'entraînement? Est-ce que c'est, en termes de musculation, de proprioception ou est-ce que tu répètes à l'infini des petites descentes? Comment est-ce que tu gères ça? Alors, les descentes, c'est ce qu'il va y avoir de plus difficile et délicat à travailler. Pour les montées, en fait, le vélo se suffit à lui-même, hein, parce que le Mmh. vélo, on va vraiment en fait, les montées entre elles, c'est principalement de la puissance. Il y a pas besoin de proprio particulière. Oui. On va pas à des vitesses folles. Voilà, c'est vraiment avant tout de la puissance, de l'endurance de force. Donc on va travailler en course à pied en vélo, pardon. En descente, je serais tenté de dire, et c'est un peu ce que j'ai vécu, «l'erreur» entre guillemets que j'ai fait cette année parce que je reviens de la Diagonale des Fous, où j'ai terminé 25-26e avec Manon Board, hein, qui remporte la course chez les femmes. Et c'est un petit peu ce qui m'a manqué justement, cette aisance en descente, Oui. parce que je manquais de course. Et c'est vrai que sur mes quatrièmes places à La Réunion ou mes top 10 à l'UTMB, je faisais plus de courses avant en montagne. Donc je faisais quatre, on va dire en général à peu près 4 courses de préparation en montagne sur des formats relativement courts, ce qui me permettait de jouer avec les autres coureurs et donc de lâcher quelques freins et d'être plus à l'aise dans les descentes. Là, c'est vraiment ce qui m'a manqué à La Réunion. En plus, dans la première descente, je tombe et j'ai eu très peur de me blesser fortement. Au final, j'ai rien eu, heureusement, mais ça m'a vraiment bloqué pour les descentes d'après. Oui. Mais c'est vrai que le fait de faire des courses en amont, déjà, ça permet de mettre de l'intensité spécifique en montagne. Et puis, ça permet aussi de prendre de l'aisance, notamment dans les descentes, pour pouvoir lâcher. Et c'est en général ce que je fais quand je fais mes séjours en montagne, les 2, 3 séjours que je fais en montagne avant mes gros objectifs. Je vais avant tout travailler. Alors, je vais faire des randos courses, mais sur ces randos courses, je vais mettre un aspect tout particulier sur les descentes, une vigilance toute particulière sur les descentes où je vais apprendre, réapprendre à chaque fois, parce que c'est toujours un nouvel apprentissage, que j'y vais tellement peu souvent, à engager dans les descentes et à trouver de l'aisance vraiment dans ces descentes pour être le mieux possible. D'accord. Et puis, comme on a coutume de le dire, pour casser des fibres aussi, heu et heu Oui. et progresser musculairement, même si ça, à la maison, je le travaille aussi, avec, avec des en exercice de renfo, excentrique et tout, donc pour développer toutes ces qualités. D'accord, ouais, super intéressant. Donc si je résume bien, en fait, une grosse base aérobie quoi qu'il arrive à vélo et ensuite une spécificité selon la course que tu prépares en course à pied. Donc c'est-à-dire que tu fais peut-être, peu de footing très facile? S'il y a toujours un petit peu de qualitatif ou ça t'arrive quand même de faire des footings d'endurance?
Ouais, j'en fais surtout en période hivernale parce qu'en période hivernale, je fais un peu moins de vélo. Alors je fais de l'home trainer, ce genre de choses, mais je fais quand Oui. même un peu moins de vélo, donc je vais faire plus d'endurance, fondamentale. Mais c'est vrai que quand approche la belle saison, hormis quand je vais en montagne où là, je vais faire de la rando course et des trucs parce que je suis Oui, dans un oui, oui. contexte, approprié, mais sinon vers chez moi, c'est tout plat. Moi, quand je prépare l'UTMB, j'ai fait 6e et 8e à l'UTMB en 2015 et 2018. Mes sorties les plus longues en course à pied, c'était 2 heures et demie. Donc Ah c'est ouais. donc pour faire 23 heures d'effort, parce que moi j'étais autour de 23 heures sur l'UTMB, c'est très peu au final, c'est très peu. Mais par contre, je faisais, entre 10 et 12 heures de vélo par semaine. Voilà, j'étais à plus de 300, entre 300 350 kilomètres de vélo par semaine. Donc ça me permettait, voilà, de développer l'endurance différemment et en évitant les traumatismes. Pour moi, alors je suis préparateur mental comme je le disais, pour moi il y a 2 points d'intérêt à faire du vélo. Le premier, c'est qu'on va se préserver, alors il y en a même 3. Il y a déjà développer ses capacités physiques, bien sûr, comme tu le disais, hein, aérobie, endurance de force. Le deuxième, c'est se préserver physiquement et ça pour moi c'est super important et c'est pour ça que je fais du sport depuis, enfin, entre guillemets «haut niveau». Je dis entre guillemets par rapport au triathlon, mais depuis plus de 20 ans et je continue toujours. Oui. Heu donc ça permet de me préserver physiquement et le troisième point qui pour moi est super important, ça permet aussi de se préserver mentalement. Parce que moi, si je fais une sortie de 4 heures vers chez moi, alors quand je faisais de la circadie du 24 heures, ça m'est arrivé de tourner en rond pendant 4 heures ou même 5 heures parce que là, on est sur un autre travail qui mental justement et de mise en place de protocoles alimentaires et autres, et puis même de circadie pure, donc de tourner en rond. Mais même en trail, chez moi, je peux pas me permettre mentalement de faire une sortie de plus de 2 heures et demie, sinon je vais m'écœurer clairement. Donc l'idée, c'est aussi de garder cette fraîcheur physique pour que, bah, quand je vais sur une course, j'ai vraiment envie de courir, quoi. Parce que Ouais. je serai frais mentalement. Donc pour moi, c'est vraiment les 3 aspects principaux qui vont être intéressants à développer, mais parce que j'habite en plaine, mais même quand on habite en montagne ou dans un terrain beaucoup plus approprié pour préparer enfin, approprié entre guillemets pour préparer du trail parce qu'on est dans un pays plus montagneux, enfin une région plus montagneuse, euh, euh, ça reste important de faire du vélo parce que bah, ça permet quand même de se préserver physiquement et de travailler différemment sur des points, des aptitudes qui vont être intéressantes pour l'ultra trail. OK, OK. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du vélo? Du coup, tu parlais d'un accident, mais est-ce que c'était une passion pour toi? Ça, c'est devenu une passion pour toi, du coup? Parce qu'il faut aimer ça et je sais qu'il y a beaucoup de coureurs, malheureusement, qui aiment pas faire de vélo et je pense que là, il y a une très, très grande leçon à en tirer de ce que tu dis, hein. C'est pas assez répandu, je trouve, honnêtement, en ultra et il y a même de grands coureurs d'ultra qui font pas beaucoup de vélo. Bon, eux, pour le coup, ils font du ski de rando. On peut peut-être dire que c'est peut-être à peu près les mêmes choses, mais Tout à fait. Le ski de rando est très bien, ça permet de se préserver effectivement, ça permet de faire un sport d'endurance aussi et puis ski de rando ou ski de fond même, hein. oui. Moi j'entraîne une athlète, Alix, là, qui fait pas mal de ski de fond. C'est très bien, un ski de fond, on peut faire un peu de dénivelé quand même aussi, hein, ça on va travailler de la puissance, un ski de fond. Donc il y a des parallèles, très intéressants, donc il faut exploiter un peu tout ce qu'on peut faire, en aparté. En fait, moi j'entraîne quelques athlètes, avant tout pour le plaisir, parce que je suis en tout prépa mentale, mais Oui, c'est quelque je l'impose pas, parce qu'il y en a qui sont vraiment réticents, au vélo, oui, mais oui. je l'incite très fortement et j'ai même des athlètes, alors tout niveau, hein, mais qui ne faisaient pas de vélo et qui étaient, assez, réticents au début et qui au final se sont pris de passion pour le vélo et qui maintenant c'est même devenu, pour eux, impensable d'arrêter le vélo et il y en a même qui j'en ai entraîné un ou 2 qui se sont mis au vélo et qui ont arrêté la course à pied ou qui ont vraiment mis de côté enfin, ou réduit énormément la course à pied parce qu'ils se sont pris de passion pour ça. C'est aussi une méconnaissance qui fait que on Bah, n'ose bien pas, en sûr. fait. Et là, on rentre vraiment dans le côté mental et je serais tenté de te dire, c'est comme le trail, en fait. Moi, j'habite dans une région qui est toute plate, hein, et la Bretagne est à côté, c'est un gros foyer de trailers, il y a énormément de trailers, enfin voilà. Et il y a beaucoup de personnes, de trailers dans notre région, dans nos régions de plaine, qui vont faire des trails de plaine, comme on en a beaucoup chez nous, hein. On a l'ultramarin, le Grand Raid du Finistère, enfin voilà, on a pas mal de trails vers chez nous qui sont relativement plats. Et les gens vont pas oser aller en montagne, ils vont dire ah non, mais la montagne, c'est dur et tout. Mmh. Mais pour autant, les, les gens, quand ils vont en montagne une première fois,
mais ils peuvent plus s'en passer parce qu'ils se rendent compte que c'est pas plus difficile de faire un trail en montagne que de faire un trail en plaine. Un trail en plaine, c'est super difficile parce qu'on court tout le temps, on est toujours en Bien sûr, prise et bien sûr. c'est vraiment éprouvant, quoi. Alors qu'un trail en montagne, on va alterner course, marche et autres. Mais tout ça pour en revenir au fait par rapport au vélo, que c'est souvent une méconnaissance qui fait qu'on n'ose pas y aller. Mmh. On a des croyances ancrées en nous qui vont faire qu'on n'ose pas aller vers de nouvelles disciplines, essayer de découvrir autre chose. Et pour autant, ceux qui osent essayer d'y aller, ils peuvent plus s'en passer. Mais c'est ancré dans la mémoire humaine, hein, avec les grandes découvertes. Christophe Colomb, quand il est parti, on a tous le film, parce que c'est la musique de l'UTMB. Mais on a tous ce film en tête et où personne n'a osé s'aventurer en mer parce que c'était aller au bout du monde et après tomber dans le vide. Mais lui, il a osé, il y est allé. Et puis après, une fois cette connaissance de savoir que c'est possible, les gens y vont. Moi, en tant que prépa mental, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible de Mark Twain. Mais c'est exactement ça, en fait. Et c'est oser essayer d'aller faire des choses, au moins de les découvrir. Peut-être ça ne plaît pas, mais au moins Oui, essayer d'y oui. aller. Alors D'accord. moi, c'est vrai que le vélo, pour en revenir à la base de ta question, parce que je l'ai quand même pas oublié, même si je peux être très bavard, hein, je suis désolé. Et aller, je vais au fil de l'eau, moi, je navigue. Mais pourquoi le vélo? Alors c'était pas forcément une passion de naissance, même si j'en ai toujours fait, hein. J'ai toujours pratiqué le vélo avec mes parents, on se baladait à vélo, on faisait des longs trips à vélo, ensemble également. Mais bon, je pratiquais le vélo et en fait, le brevet, j'avais une petite mobylette, un 100, je sais pas, un 100, 101, je crois, ou 102, enfin une vieille Peugeot. Et entre les deux tours du brevet, je rentrais chez moi en mobylette et sur un rond-point, il y a un policier à la retraite qui s'est pas arrêté, qui m'a frappé de plein fouet. La mobylette, elle est partie à 20 mètres d'un côté, moi je suis parti à 10 mètres dans la même trajectoire, enfin dans la trajectoire opposée. Et donc il était en tort, hein, c'est pas moi qui étais en tort. Mais malgré tout, bon, la mobilette était un petit peu abîmée et moi je m'en suis ressorti quasiment indemne. J'ai eu une chance énorme, j'ai juste eu une entorse, ce qui était Ah par oui. rapport à l'intensité du choc, pas grand-chose. Je m'en suis vraiment bien sorti. Bon, par contre, c'est vrai que le, le lendemain, on m'a emmené au collège en chaise à porteur parce que j'avais pas trouvé de béquille, bref. Mais c'était le brevet, c'est fin juin. Et qu'est-ce qu'il y a au mois de juillet? Il y a le Tour de France et je pouvais pas faire de sport, je pouvais pas courir parce que j'avais une jambe dans le plâtre. Enfin, on m'avait mis une gouttière pour pas bouger, pour m'immobiliser. Donc j'ai passé mon mois de juillet devant le Tour de France et je me suis mis, c'était pour moi en 94, 93, donc les années Indurain. Et j'ai regardé ça et je me suis pris d'idolâtrerie à cet âge-là pour Indurain et pour le Tour de France. Et quand j'ai pu ma gouttière, je me suis mis à faire du vélo. Et puis c'est comme ça que c'est venu. J'ai fait 2, 3 années de vélo, mais comme je le disais, j'étais pas assez nerveux pour pouvoir rester dans le peloton et je savais pas frotter, je savais pas m'abriter. Donc forcément, très vite, j'étais éjecté du peloton. Donc c'est devenu très, très difficile. Pourtant, j'avais des belles qualités. Parce que ça m'est arrivé de faire une course en ligne et de rester sur un 70 km en cadet et de rester 50 km à 200 mètres du peloton en chasse. Et pourtant, ils m'ont pas lâché. Mais bon, j'avais des grosses capacités. Ça a surpris tous les directeurs sportifs d'ailleurs. Mais voilà, j'avais ces qualités-là. Et le vélo, je me suis pris de passion pour ça. Comme j'étais pas cycliste, je m'y suis essayé, ça n'a pas marché. Je me suis mis au triathlon et là, ça a tout de suite matché parce que j'étais plutôt bon coureur à pied, plutôt bon cycliste. Donc en duathlon, j'ai été super bien, hein. J'ai fait podium aux France dans mes catégories d'âge. Je me suis mis au triathlon parce que le triathlon, voilà, c'est la discipline un peu phare de la FF Tri, hein. Donc j'ai fait mes premiers triathlons, donc j'étais pas bon en natation. À mes premiers triathlons, je sortais avant-dernier, dernier de la natation. Mais je me suis investi un petit peu. Alors j'ai jamais eu un niveau de fou en natation, mais j'ai quand même progressé. Ça m'a permis de faire des bons résultats sur Ironman, sur du long, parce qu'il n'y a Oui. pas, il y a pas de drafting, hein. Ces courses en peloton sont interdites sur Ironman, donc ça permet vraiment d'avoir son propre niveau et la natation est plus faible proportionnellement par rapport aux courtes distances. Mmh. Donc j'ai pu faire des résultats. Donc 2003, j'ai fait Embrun, je dois faire 45e, je crois. Et puis après, en 2004, je fais Francfort, l'Ironman de Francfort, où je me qualifie pour Hawaï. Donc je fais Francfort et Hawaï. En 2005, je fais Nice, l'Ironman de Nice et l'Ironman d'Hawaï. Et puis ainsi de suite. Et j'ai arrêté l'Ironman avec le Challenge Kell à Roth
parce que j'ai atteint mon objectif qui était de faire moins de 9 heures, donc je fais 8h57 avec un marathon en moins de 3 heures. Donc pour moi, ça a été un petit peu, voilà, la réussite et on m'a proposé, cette même année de rentrer dans un team de trail. Donc j'ai sauté l'opportunité et je me suis mis au trail, voilà avec les résultats que j'évoquais tout à l'heure, entre autres. OK, super. Donc, pendant ta saison trail, tu as toujours conservé, si tu pouvais donner un pourcentage, ça représenterait combien de pourcentage à peu près en vélo, du coup, pendant tes prépas trail? Et même, sur tes les 24 heures, les 100 bornes et tout, comment est-ce que tu as géré? Tu as quand même fait autant de vélo ou tu as remis encore, OK. Non, 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 c'est assez énorme. Bah, c'est ce qu'on explique justement dans le livre que je présentais tout à l'heure avec Pascal, Ultra Endurance Autrement. Il y a à peu près, c'est à peu près en termes de volume horaire, ouais, on peut approcher les 60-70 de vélo par rapport à la course et OK. 30-40 de course à pied, ouais. Donc c'est assez énorme. En exemple, quand je bats le record de France de 24 heures, c'était lors du championnat du monde en 2019 à Albi. Donc on était 6 en équipe de France. Moi, en moyenne, Pascal avait calculé ma moyenne, hebdomadaire de course à pied. Mmh. J'étais en moyenne sur les, 5 derniers mois, je crois, 5-6 derniers mois, j'étais en moyenne à 70-80 kilomètres de course à pied, alors que les autres de l'équipe de France étaient à plus de 200 bornes, Ah bah, entre oui, 200 oui. et 250 bornes. On est presque à une proportion de 1 pour 3, quoi. Ouais, c'est C'est pour ça énorme. que Par contre, comme je le disais, je faisais entre 300 et 350 bornes de vélo par semaine. Donc voilà, c'est complètement disproportionné, mais ça me permettait de travailler au niveau renfo, au niveau musculaire. D'ailleurs, on le voit, hein, mais même des marathoniens là depuis quelques années maintenant, depuis une petite dizaine d'années, de plus en plus, ils travaillent de plus en plus sur, des entraînements croisés en intégrant du vélo à leur préparation, du renfo, bien sûr, encore plus, renfo musculaire, mais aussi du vélo, des disciplines annexes qui vont leur permettre bah, de se préserver, mais de travailler aussi différemment et bien. Les coureurs à pied maintenant, moi je l'ai vu avec une copine qui est maintenant dans les Alpes, mais qui a été avant qui habitait en Normandie, Elodie Alexandre, qui a été championne de France de marathon et elle a vu, donc c'était une vraie coureuse à pied, hein, une pure routière et elle a vu son niveau, progresser l'année où elle a fait un peu de montagne. Parce qu'elle a travaillé naturellement en oui. montagne du renforcement musculaire, donc de la puissance et pour courir vite sur du plat, il faut avoir de la puissance. Donc Mmh. heu, donc voilà, c'est l'entraînement croisé reste important. Après, on peut le travailler de différentes manières, hein. Ça peut être faire du rameur, ça peut être il y a plein de disciplines. Il n'y a pas forcément que le vélo. Tu l'as évoqué, il y a ski de rando, il peut y avoir le ski de fond, il y a beaucoup de disciplines. Mais je pense qu'il faut savoir créer cette diversité pour aussi éviter bah, la monotonie dans l'effort. Et on Bah, oui, l'explique oui. aussi dans le bouquin. Ce qui va être très intéressant pour progresser, ça va être de diversifier ses entraînements et d'éviter justement une monotonie de l'entraînement qui va faire qu'on va rentrer dans une routine et que le corps va s'habituer et qu'on va à un moment donné perdre en performance parce qu'on aura créé cette routine d'entraînement, quoi. OK, ouais, super intéressant. Et du coup, à ton avis, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est cette capacité que tu as quand même à résister à la fatigue en courant. Donc il y a quand même des gros chocs et notamment sur un 24 heures, malgré un faible volume. Donc tu penses quand même que le vélo, visiblement, te t'aide à repousser ce seuil de fatigue et cette destruction musculaire, que tu peux avoir à la fin d'un 24 heures, en fait? Et tu pas forcément obligé, contrairement à ce qu'on pense beaucoup, hein, de faire de très, très longues sorties pour préparer un 24 heures du coup, est-ce que c'est peut-être aussi la musculation, hein, qui te permet d'être fort musculairement? Ouais, alors, je ne f comme je dis et je l'ai touché du doigt tout à l'heure. En fait, quand je fais de l'ultra trail, effectivement, je fais pas de sortie de plus de 2 heures et demie, à l'entraînement, sauf quand je vais en montagne où là, je peux faire, allez, 6 heures dans la journée, quoi. 6-7 heures dans la journée, mais quand on est en montagne, c'est de la rando course, on se fait plaisir, surtout quand on habite sur Nantes. Même s'il y a des belles choses à voir sur Nantes, mais c'est différent, quoi. Et non, après, quand je fais du 24 heures, c'est spécifique, c'est spécifique le 24 heures. Mais Oui, comme oui, le oui, trail est comme le trail est spécifique et du coup, la spécificité du trail, j'y vais en faisant des 2-3 stages en montagne avant, quoi et bien puis sûr. les courses que je vais faire. Mais le 24 heures, c'est hyper spécifique. Donc comme je l'évoquais tout à l'heure,
oui, ça va m'arriver. Là, pour le coup, je fais des distances en course à pied, des durées d'effort à l'entraînement qui sont supérieures à ce que je peux faire en trail. Et ça m'est arrivé de faire des 4, entre 3 et 5 heures d'entraînement non-stop sur une boucle d'1,5 km à l'entraînement. Parce que là, effectivement, ça demande cette spécificité parce D'accord, qu'on OK, est, OK, OK. on est sur une répétition de l'effort, une Bien monotonie de la sûr. course à pied. Et il faut que musculairement, on soit en capacité effectivement de l'accueillir et de le supporter. Donc ça, c'est impératif. J'ai fait notamment, ça m'est arrivé pour préparer le championnat du monde, ça m'est arrivé de faire une sortie de 4 heures entre 2 heures, entre 1 heure et 5 heures du matin. Oui, oui, bien sûr. Parce que moi, je sais que j'ai des difficultés, la nuit, en termes de fatigue et pour me moi, c'était un travail mental aussi et pour me rassurer mentalement et faire sauter un petit peu ces verrous et ces croyances limitantes, bah, je suis allé m'entraîner de 1 heure à 5 heures du matin et sur ma boucle d'1,5 km et j'ai mis en place mes ravitaillements, ce qui m'a permis aussi de mettre en Mmh. place ces protocoles alimentaires en pleine nuit. Voilà, donc là, je vais faire, sur 4 heures d'effort, par exemple, ça va me faire, 3,30, ça va me faire ouais, entre 55 et 70 kilomètres, quoi. Entre 4-5 heures quoi, d'effort. Donc, donc là, je vais faire des sorties qui vont faire, oui, 70 kilomètres, mais c'est 60-70 kilomètres, mais c'est très rare. Je vais en faire une par mois, quoi. Donc, Mmh, je vois, c'est OK. une ou voire deux par mois, mais c'est quand même très peu. Mais oui, il y a quand même ce besoin d'accoutumance à ce type d'effort spécifique par des entraînements spécifiques, mais qui vont être très réduits. Alors parce que je ne vais pas faire de courses, entre elles, je le disais, je vais faire des courses pour me préparer spécifiquement. Quand je fais du Mmh. 24 heures, je ne vais pas me faire de 6 heures, 12 heures pour m'entraîner spécifiquement, mais je pourrais très bien le mettre en place. J'aurais pu, avant le championnat du monde, début septembre, me dire bah, je vais faire un 12 heures pour préparer le 24 heures. Ça aurait été très bien, mais c'est vrai que je n'ai pas pris la peine de le faire et je me suis entraîné tout seul, plutôt tout seul et isolé pour me concentrer sur mes protocoles et mes trucs. Mais ça aurait pu être très intéressant aussi de le faire en mode compétition. D'accord, super. Oui, oui, OK, je comprends mieux. Donc, ouais, forcément, tu as une grosse spécificité par épreuve et ce qui est aussi frappant, c'est, le fait que tu sois aussi complet. Là, on va parler plus biomécanique, ce sera ma dernière question vraiment sur l'entraînement, mais ce qui m'impressionne aussi grandement, c'est cette capacité à performer sur une biomécanique de type trail et aussi, réussir par exemple à passer, sous les 7 heures au 100 bornes où il faut quand même donc là on est à plus de 15 kilomètres/h, il faut quand même une foulée ample, de la cadence, de la fréquence. Donc est-ce que tu fais, des gammes? Est-ce que tu fais, des étirements balistiques, de la mobilité de hanche, du travail de pied? Alors moi, je suis pas très, comment dire, heu, appliqué sur, là-dessus, sur le renfo, sur la bio et tout, enfin la proprio, c'est pas quelque chose que je travaille, de nature. En fait, je pense que OK. mes qualités avant tout, au-delà de ça, c'est déjà mes capacités d'adaptation que j'ai développées étant jeune, capacités d'adaptation ne serait-ce comme je disais tout à l'heure par rapport au voyage et tout ça. Ça peut paraître complètement déconnecté, mais ça se travaille aussi ces capacités Mmh. d'adaptation, ça fait partie du mental. Et C'est oui, mes oui. capacités mentales également, que j'ai développées, depuis 20 ans, depuis que je fais du triathlon. Depuis Hawaï notamment, c'est vraiment la première image que j'en ai, où j'ai vraiment mis un point spécifique sur cet aspect mental, mais aussi mes qualités d'endurance que j'ai travaillé depuis tout petit. Et ça, bah, tous les sports, et c'est encore une fois la thématique du bouquin, c'est ultra endurance autrement, mais ultra endurance parce que moi, là où j'ai performé, ça a été dans l'ultra endurance. J'ai très peu performé dans le monde de la course à pied sur route. Pour exemple, mon record sur 10 kilomètres, alors oui, pour beaucoup, ça va paraître un super record, mais j'ai fait 32, mon record, c'est 32 minutes sur 10 km, 32,05, je crois. Mmh. Alors oui, c'est pas un chrono dégueulasse, mais c'est pas les 30 minutes qu'on voit pour des vrais coureurs à pied, quoi. Donc et 2 minutes à ce niveau-là, c'est énorme. Moi, sur un marathon préparé, alors j'en ai jamais fait de se préparer spécifiquement, mais peut-être, je dis bien des si, avec des si on refait le monde, hein, mais peut-être j'aurais pu faire sur un marathon, allez, autour de 2h30, 2h29, 2h28, 2h30. Mais 2h28, 2h30, les purs coureurs à pied, ils sont à 2h10 maintenant, 2h10, 2h15, quoi. Donc Oui, oui, oui. ça fait un gap énorme. Moi, j'ai jamais eu des capacités de vitesse plus d'endurance. Et je pense que ma capacité à performer sur du 24 heures, du 100 km, de l'ultra trail, voire du trail aventure comme je le fais maintenant, c'est plus mes capacités avant tout d'endurance que, comme je disais en présentation, j'ai développé étant petit, quoi. OK. OK, OK. Après c'est de la spécialisation
de la spécialisation pour des objectifs donnés. Quand je travaille pour faire un UTMB ou un 24 heures ou un 100 km, là, les séances vont être différentes et beaucoup plus spécifiques pour tel ou tel type d'épreuve. Et c'est là où je vais pouvoir développer encore plus spécifiquement mes trucs, mes Mmh. capacités, mes aptitudes. OK. Mmh. Ouais, parce que c'est vrai que tu es le seul, je crois, de mémoire, ouais. Tu es peut-être le seul à avoir performé sur, route, et trail en même temps, en fait, sur l'ultra? C'était mon petit défi. Alors, je suis fier de le dire, même si bon, ça m'apporte rien et c'est accessoire, hein. C'est anecdotique, mais bon, faut toujours se lancer des petits objectifs dans la vie. Ce qui nous permet de les atteindre déjà. Je suis le seul à avoir été sélectionné en équipe de France sur 100 km, 24 heures Eh ben, oui, oui. et trail et avoir fait des médailles aux 3 championnats du monde. Alors, oui, sur 100 km, le championnat du monde que j'ai fait, j'ai abandonné et la médaille que j'ai, c'est une médaille de bronze, je crois, par équipe. Mais bon, c'est ambigu, hein, mais bon, j'étais quand même dans l'équipe, je me suis qualifié, donc et puis je me dis, ayant été champion du monde, moi aussi, même ceux qui sont entre guillemets la dernière roue de la charrette, comme je l'étais sur 100 km, ils apportent aussi à l'équipe et ils apportent, en tout cas moi, ils m'ont beaucoup apporté à ma performance pure quand j'ai été champion du monde ou en équipe de France de 24 heures quand je fais quatrième et on fait deuxième par équipe sur 24 heures. Mais l'équipe, ça reste une équipe. Et moi, sans les autres, bah, j'aurais pas fait le résultat que moi j'ai fait. Donc je me dis, sur 100 kilomètres, j'ai peut-être apporté notamment à Guillaume Ruel, que je connais très bien, qui est un ami. Oui. Et on est né dans la même ville, à Coutances d'ailleurs. Petit clin d'œil. Mais voilà, il avait fait une super performance. Il avait battu le record de France lors du championnat du monde à Berlin en 2021. Et je me dis que bah, peut-être que je lui ai apporté quelque chose le jour de la course. Donc je me dis, bah, la médaille, je l'ai aussi peut-être un petit peu méritée. Allez, zou, c'était le petit clin d'œil, la petite anecdote. Non, mais ouais, c'est vraiment impressionnant d'être aussi complet. Là, justement, ce que je te propose, et c'est d'ailleurs là-dessus que je voulais vraiment orienter le podcast, parce qu'en plus le temps passe très vite. Je voulais vrai je voulais vraiment m'intéresser à la préparation mentale, en fait, justement, et que déjà que tu nous présentes un petit peu, ton métier, comment ça s'articule, comment tu la mets en place et surtout, comment tu l'as appliquée pour atteindre ce type de performance et à ton avis, quel impact elle a eu sur les résultats qu'on citait, hein? Donc aussi cet aspect très, très complet de cette grande capacité d'adaptation, ce fait d'effacer les doutes et puis de d'oser. Comment tu travailles cette capacité mentale? Alors, il y a une part qui est éducative. Comme je le disais tout à l'heure, avec les voyages et tout ça, ce que j'ai pu faire, en fait, ça m'a apporté une philosophie de vie et une combativité qui m'a permis d'en arriver et de résister dans la douleur, dans la difficulté. Je disais, hein, quand j'étais petit, on allait en Grèce faire un peu koh en Zodiac, aller faire île en île et puis de manger notre poisson et tout ça. Mais ça peut paraître anecdotique, mais on est déjà immergé dans cette philosophie de Oui, résistance et de subvenir à son. Donc, déjà, ça, c'est resté ancré. Et puis, le premier déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai fait l'Ironman d'Hawaï, je l'ai déjà un peu évoqué, mais c'est que l'année où je fais Hawaï, déjà, j'étais blessé à la patte doigt, j'avais une tendinite à la patte doigt, oui. donc au genou. Et, et j'ai eu mal toute la préparation jusqu'à 2, 3 jours avant où je fais mon dernier footing avant à Hawaï. Je fais mon dernier footing dans les champs de lave et j'avais encore hyper mal, je boitais à moitié. Et pendant la course, j'ai plus du tout mal. J'ai plus rien ressenti et après la course, plus rien. Ça s'est résolu. À partir du moment où le départ de la course était donné, la douleur est partie. Alors je l'ai traîné pendant 3 mois avant la course. Ouais, c'est dingue ça. Ça m'est déjà arrivé aussi Ouais. plusieurs fois, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Mais moi, je pense que, enfin, je suis convaincu même que c'est avant tout notre mental qui travaille. La Ah bah, deuxième, oui, oui, oui. la deuxième chose, c'est que sur ces 2 épreuves, ces 2 Hawaï que j'ai fait année suite de suite là, c'est que la première année, bon, je fais ma natation, mon vélo, et au bout de on longe le Pacifique là à Kona et au bout de 4 kilomètres, la première année, il y avait un muret sur le côté. Je me rappelle, j'ai l'image qui m'est restée gravée. Et là, je vois le muret. J'avais les jambes un peu dures. Et je dis, allez, je m'arrête. Mais par contre, je m'arrête 1 minute 30 maxi. Et puis après, je repars, quoi, parce qu'il faut pas. Donc, je me suis arrêté. J'ai marché, je me suis assis. J'ai soufflé. Je me suis reposé et je suis reparti. Et je fais un deuxième semi-marathon, meilleur que le premier semi-marathon d'ailleurs cette année-là. Et voilà. Alors,
Peut-être que ça m'a rien apporté de m'arrêter 1 minute 30, mais en tout cas, bon, voilà. OK, machin, donc là, j'ai commencé à cogiter sur ma patte doigt déjà. Putain, c'est bizarre, j'ai du mal pendant 3 mois et puis là, le jour de la course, j'ai plus Ouais. mal du tout, quoi. Je me suis pas arrêté sur mon muret parce que j'avais mal. Je suis reparti et l'année suivante, super natation, un super vélo. Je pars sur le marathon, j'étais super bien et là, je revois l'endroit où je m'étais arrêté l'année d'avant. Et puis instinctivement, pof, un espèce de mur noir, putain et puis, comme si, le Ah mur il oui. disait: «Allez, viens là, viens là, viens là, viens t'asseoir là». Il me tendait les bras le mur et je me suis arrêté. Je me suis arrêté 45 secondes parce que je me suis dit: «Allez, je m'arrête, je m'assois et puis je repars». Mais, et je suis reparti, j'ai fait un super marathon, je fais, 3h15 je crois. Là-bas, il fait 45 degrés, hein. Oui, Donc, oui, oui. c'était un super chrono avec un deuxième semi-marathon meilleur que le premier encore une fois. Et je fais un très bon, enfin, je dois faire dans les 115e, 120e, cette année-là à Hawaï, donc c'était plutôt pas mal parce que il y avait pas beaucoup de professionnels et moi, j'étais complètement amateur. En catégorie d'âge, j'étais plutôt bien placé, bref. Et là, je dis: «Putain, c'est bizarre, je suis super bien sur le marathon, machin», donc je commence à mettre les choses en place, à faire des similitudes. Mmh. En fait, j'avais développé une croyance que maintenant, j'appelle ce qu'on appelle une croyance limitante. C'est-à-dire que l'expérience de cette première année m'était restée gravée et pour moi, bah, j'ai créé cette croyance que, entre guillemets, «il fallait Il absolument que fallait, je m'arrête sur le s'arrêter mur». à ce mur-là, ouais. Mmh. Et en fait, là, j'ai commencé à pas mal, bosser, enfin, à pas mal mettre les choses en place au niveau mental et je me suis rendu compte, alors après en commençant le trail, alors j'ai eu la chance d'avoir Pascal qui avait fait, notamment des études en préparation physique et mentale, donc il avait un petit peu cette approche mentale. Il Oui. me dit: «Voilà, il faut vivre l'instant présent, le moi ici et le maintenant, vraiment être dans son instant». On a travaillé un petit peu, enfin, inconsciemment, il m'a apporté des choses et ce qui m'a permis, notamment d'être champion du monde. Et quand, je parlais de douleur, c'est un exemple type. Quand je prends le départ du championnat du monde, en fait, 10 jours avant, je fais mon dernier footing appuyé, j'étais super bien, mais j'étais vraiment hyper, hyper bien, physiquement, et physio, c'était nickel. Et puis je fais un footing de 15 kilomètres chez moi et puis à 2 kilomètres de chez moi, paf, je me tape dans un caillou, je tombe sur le genou explosé. J'avais hyper mal, à tel point que je finis les 2 derniers kilomètres en marchant. Et là, Oh là là. on était à 10 jours du championnat du monde. Pareil, on fait 2 jours enfin, sur place, 2 jours avant, on se fait une série de 30-30 avec les copains de l'équipe de France, Maud, Thierry et entre autres, et Aurélia et autres. Et là, j'avais encore mal au genou, quoi. 2 jours avant la course, sur la ligne de départ, je te jure, sur la ligne de départ du championnat du monde, j'avais encore mal au genou. On était dans le Connemara en Irlande. On commençait par 2 petites boucles, enfin 2 boucles avec un 400 mètres de dénivelé. Et après, on partait sur un grand aller-retour dans les champs les tourbières et autres, avec des grosses bosses, des murs en fait en montée à faire. Et pendant la première petite boucle, je chute et comme par hasard, on chute toujours là où on a mal. C'est toujours le petit orteil qui a mal qu'on se met sur le coin de la table. Et là, je tombe sur le genou. Une douleur atroce. Oh là Et là. en fait, bah, ça m'a tellement décomplexé d'avoir cette douleur, du contexte en fait. Puis ouais, j'ai même plus pensé au côté championnat du monde. Enfin, c'était toujours dans un coin de la tête. Ouais, mais Et ça en fait, devenait presque c'est pas accessoire par rapport au ouais, c'est pas que j'ai pas pensé au championnat du monde, j'ai complètement décomplexé ouais. de mon enjeu sur le de l'enjeu du championnat du monde. Et je me suis refocalisé sur aller bien courir, essayer de plus avoir cette douleur, essayer de switcher de cette douleur, sur quelque chose de positif. Et je l'ai super bien mis en place. La preuve, c'est que enfin, moi, ce qui m'en reste gravé de ce championnat du monde, c'est qu'à mi-parcours, on avait un grand aller-retour le long d'un lac qui faisait 8 kilomètres, 4 kilomètres aller, 4 kilomètres retour. Je prends, au début de cet aller-retour, j'étais avec Thierry Breuil et Patrick Bringer. On était 3 Français, on était 3, 4 et 5e parce qu'il y avait un Norvégien devant nous et puis un Canadien qui était en tête et Jason Lutit. Et on commence ensemble cet aller-retour, 8 kilomètres. Le Canadien, il avait 7 minutes d'avance quand on est rentré. Il avait 1 minute de retard quand on en est sorti, sur moi. Je devais être à 18 et demi de moyenne sur ces 8 kilomètres, alors que même sur un 10 kilomètres plat, Ouais, c'est déjà costaud, ouais. moi, mon record, il est à 19 km/h, hein, donc j'étais pas loin en fait de mon record sur 10 kilomètres presque. Mmh. Et ce qui m'a halluciné, c'est que Pascal, qui m'attendait à la sortie de cet aller-retour, il me dit: «Mais le premier, le premier, il était impressionnant à voir courir, quoi. Enfin, le Canadien était impressionnant.
Mais quand je t'ai vu arriver devant, mais j'ai halluciné parce que quand je l'ai vu après, il était bien encore. Ça veut dire que toi, tu étais exceptionnellement bien, quoi. Et effectivement, j'avais cette impression de toujours pouvoir avancer. Tout ça pour en venir au côté mental, c'est qu'en fait, malgré cette douleur, on peut quand même être bien. Et maintenant, j'en ai développé une croyance non pas limitante, mais dynamisante avec cet Ironman d'Hawaï, tout ça. Et je m'ancre dessus quand j'ai une petite douleur avant une course. Et je suis même content. Donc maintenant, je suis content d'avoir une douleur avant une Mmh. course. Je serais tenté de dire parce que je me dis, j'ai une douleur, je vais réussir. L'année d'après, je gagne l'Eco-Trail de Paris. 2 semaines avant, je fais du vélo avec un copain, il pleuvait dans un rond-point, je suis tombé, j'ai une pizza comme ça sur le côté sur la hanche. J'avais le collant le jour de la course qui collait encore alors une pizza, on perd du vernis à vélo, donc la peau qui est à Oui, vif, oui, je vois, je vois. la chair qui est à vif, et du coup j'avais le collant qui me collait le truc, et je prends le départ de l'Eco-Trail de Paris avec ça, ça me gênait quoi. C'était pas douloureux, mais ça crée une gêne parce que ça colle et Ça c'est pas frotte, agréable. ouais. Ça frotte, ça fait mal. Bah, cet Eco-Trail de Paris, j'étais tellement bien, je pars tout seul au bout de 10 kilomètres et je fais 70 kilomètres tout seul en tête pour aller gagner. Mmh. Mais pour tout ça pour dire que voilà, j'ai développé cette croyance dynamisante. Donc tout ça, ça s'est ancré, ça s'est développé. Et puis, je faisais un autre métier avant, dans le bâtiment, en fonction publique, et ça s'est pas bien fini. En fait, voilà, j'ai fait un burn-out et machin, bref. Et du coup, je me suis réorienté vers la prépa mentale pour 2 Mmh. choses. Parce que déjà, ça a toujours été une passion, et de prendre conscience de l'importance que pouvait avoir le mental dans une performance. J'y reviendrai tout à l'heure parce que tu m'as aussi posé la question là-dessus. Heu et heu et parce que j'avais vécu aussi, ce «traumatisme» entre guillemets du boulot, et je me suis rendu compte qu'il y en avait tellement autour de moi. Je dis: Bah, oui. c'est ça qu'il faut que je fasse». J'avais conscientisé le truc en me disant, heu: «On peut pas vivre comme ça dans la contrainte tout le temps. Il faut avant tout vivre dans le plaisir». Et Bien même sûr. si ça a été difficile de se lancer, tout ça, pas mal de temps parce que tu commences un autre boulot, donc bah, pour la rentrée d'argent, tu as 3 enfants et tout, tu as une maison à payer, enfin voilà, ça a été difficile, mais je pense que j'ai jamais été aussi heureux parce que ça correspondait vraiment à mes valeurs, ça corré vrai c'est parce qu'il y avait cette notion de partage, de transmettre, de pouvoir partager. Donc j'ai fait une formation qui s'appelle la méthode Target, donc je suis coach, expert méthode Target, et ça permet, en fait, cette méthode, elle est hyper bien structurée, avec un modèle qui est très, très bien structuré et des outils qui sont très concrets. Et ça permet effectivement de transmettre beaucoup plus facilement, et que la personne en face de moi s'approprie les outils bien mieux et donc puisse travailler dessus et être autonome dans sa démarche après. Donc et puis même moi, ça m'a permis d'avoir des outils très concrets et de pouvoir travailler dessus. Donc ça a été vraiment hyper intéressant. Après, est-ce que ça apporte, pour moi, dans la performance? Bah, c'est énorme. Bah, je vais reprendre l'exemple de ce championnat du monde. Ce championnat du monde, j'ai fait 4, 5 courses de préparation avant le championnat du monde. Je les ai toutes loupées, toutes. J'ai toujours eu des soucis, alors gastriques, de gestion de course, de machin. Il n'y en a pas une seule qui s'est bien passée. Et puis le championnat du monde, j'ai réussi à m'enrichir de ces 5 expériences et puis de celles que j'avais avant, En tirer du positif. en tirer du positif, reconstruire là-dessus pour pouvoir travailler sur le championnat du monde qui, lui, s'est super bien passé, quoi. Hormis cette douleur au genou, mais sinon justement, ça s'est d'autant bien passé que j'ai eu cette douleur au genou, donc j'ai pu justement, le mental a pu prendre le pas et le plaisir là-dessus. Mais l'importance que ça a, j'ai battu aussi, donc j'ai le record de la traversée des Pyrénées par le JR10. Oui, Là, oui. en trail aventure que j'ai fait en 2020. Justement, en termes d'entraînement, on aurait pu y revenir parce que là, je me suis entraîné sous confinement sur mon home trainer et mon tapis roulant, donc tout plat pour aller faire 50 000 mètres de dénivelé, ce que d'habitude je fais en une année, même pas une année avec les compétitions comprises de trail. Et je bats le record de 2 jours. Et mais le travail mental que j'ai fait pour cette aventure a été énorme. Il a été énorme à tel point que quand j'ai pris le départ, il m'arrivait plein de galères sur le GR10. Déjà, au bout de 2 kilomètres, je me rends compte que j'ai oublié de déclencher ma balise GPS. Et sans ça, bah, il n'y a pas de record, il n'y a pas de performance, il n'y a rien du tout. Donc, j'ai refait. Donc, il a fallu que je trouve une solution. Donc,
tac, en l'espace de 10 secondes, bon, bah, OK, je retourne au départ, je redéclenche la balise, plutôt que de me dire: «Ouais, pendant 800 kilomètres, 800 enfin, oui, ouais, 850 kilomètres, je vais penser: "Est-ce que mon corps, machin, enfin, est-ce que ma Ouais, performance sera prise en"» ça aurait pas enfin, été possible, ouais. mais ça, c'est des mécanismes qui se travaillent en amont, cette réactivité, ça se travaille en amont. C'est pareil, je repars, je reprends le départ, au bout de 5 kilomètres, toc, mon bâton, il se déplie plus, je me paume un peu plus loin. Enfin, il m'est arrivé plein de trucs, quoi. Ouais, il faut gérer les imprévus tout le temps, quoi, tout le temps. Au bout de la première journée dans le canigou, je me foule la cheville, et Ouais, je fais 8 jours avec la cheville qui était comme ça, mais ça, c'est des choses, pareil, avant, je voulais me reposer parce que je partais à 18 heures le soir, donc l'après-midi, je voulais me reposer. On va dans le camping-car. Au même moment, il y a le voisin qui déclenche sa tondeuse, et toute l'après-midi qui passe la tondeuse. Donc ma sieste, partie, ouais, et je m'aventure pour 10 jours où je vais dormir 3 heures et demie par jour. Donc plein de choses qui auraient pu me détruire avant la course. Et au final, ce travail de préparation mentale avec des outils spécifiques, de visualisation, d'anticipation, la gestion et tout ça, m'ont permis de performer et de faire ce que j'aurais pas pu faire. Parce que clairement, sur ce GR10, quand je disais, alors je connaissais pas le record initialement, mais quand je disais que je voulais faire moins de 10 jours, j'ai appris après que le record était de 12 jours et 10 heures. Tout le monde me regardait de travers. Il y a qu'une, allez, je veux dire, il y a une personne, il y a mes enfants aussi, mais une personne principalement qui a cru en moi, c'était mon entraîneur, c'était Pascal. C'est tout, absolument tout. Tous les autres n'y croyaient absolument pas. Pour eux, c'était j'habite sur Nantes. En plus, il y a le Covid. Enfin, c'était inconcevable pour eux, ouais. inconcevable. Et à juste titre, hein, je les comprends. Mais moi, j'avais calculé mon truc, j'avais établi mon affaire sur mon potentiel, justement, travailler sur le mental. Donc, reprendre la base, savoir ce que je vaux, mon objectif, est-ce que je suis capable de le faire, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour pouvoir atteindre cet objectif, et la gestion de projet, la mise en place de choses claires, précises, pour détailler, enfin, enfin, savoir ce que moi je vaux, savoir ce que je veux faire, qu'est-ce qu'il faut, enfin, le trajet à prendre pour y arriver, et mettre les choses après, mettre les choses en place et travailler pour y arriver, quoi. Mais toujours en étant convaincu. Pourtant, des croyances, on a pareil, on a voulu m'en mettre au Mmh. forceps, hein, dans la tête, du style, il y en a un enfin, un organisateur, dans les Pyrénées, qui me dit: «Non, mais que j'ai contacté pour me renseigner sur le GR10, qui me dit: "Non, mais c'est bon, essaye déjà de faire moins de 12 jours. 10 jours, c'est illusoire, quoi." Et je lui ai posé des questions, il m'a jamais répondu à mes questions. Par contre, lui, ce qu'il voulait absolument me faire dire, c'était, contente-toi de faire 12 jours et pas 10 jours, quoi, parce que tu n'y arriveras pas. Mmh. Moi, j'ai raccroché, je lui ai dit: «Bon, bah, écoute, voilà, j'ai pas eu mes réponses, je le mets de côté, et moi, je me recentre sur mon Et objectif, ça, sur mes ça 10 te jours». renforce peut-être même d'entendre ça, ça renforce ta détermination ou Alors là, en l'occurrence, ça m'a pas renforcé, mais j'ai réussi à rester dans mes croyances, et ça peut être hyper destructeur, ça. C'est ah les bah, oui, croyances oui. limitantes. Pour certains, ça peut être, comme tu le dis très à juste titre, ça peut être un moteur. Ça peut être un élément motivationnel énorme de se dire: «Je vais jouer sur ce que pensent les autres de moi pour essayer de, voilà, de montrer que c'est pas». Mais moi, je voulais pas rentrer là-dedans, mais ça fait partie aussi de la prépa mentale. Comme je disais tout à l'heure avec ma maxime de Mark Twain, hein, ils l'ont fait parce qu'ils savaient pas que c'était impossible. Heu, à partir du moment où on me dit, si je me dis: «Il faut que je le fasse parce que les autres pensent que c'est impossible», inconsciemment, je vais me rentrer dans le cerveau que c'est impossible, Mmh. Ouais. Puis tu vas peut-être aussi te mettre une pression quelque part parce à qu'il un y a moment des donné. attentes, des autres, il y a tout ça, quoi. Exactement, à un moment donné, ça passera pas. Donc moi, l'idée, c'est, bon, ils pensent ça, peu importe, mais moi, je reste sur mon 10 jours parce que je sais, j'ai calculé en fonction Mmh. de mes expériences, de ce que j'ai fait à l'UTMB, de ce que j'ai fait à La Réunion, de mes expériences qui étaient le plus long. Moi, j'avais jamais fait plus de 160 bornes. Là, je pars Eh pour faire oui. presque 900 bornes. Donc, c'est de l'inconnu complet. Mais j'étais parti sur mon protocole, j'avais établi mes étapes, je vais faire ces étapes-là. Et j'étais, pendant toute la durée de la traversée, je suis resté ancré là-dessus. Je suis pas, et le record, au final, enfin, ce record des 12 jours, je l'ai même pas regardé pendant l'épreuve. Moi, j'étais Ouais, concentré sur ce que j'avais à sur faire. le plan de départ, quoi. Parce que ça me sert à quoi de me dire: «Le record, il est de 12 jours»? Ça me sert, enfin, pour moi en tout cas, parce qu'on est tous différents, et c'est justement que là, le coach mental doit interagir et travailler avec son coaché. C'est de trouver l'axe qui va correspondre à la personne, parce qu'on a tous un axe, une approche différente, parce qu'on a tous une culture, une éducation différente, une vie et des expériences différentes. Donc il faut s'appuyer sur les expériences de la personne qu'on a en face. Moi, c'était de me dire, de m'appuyer sur mes expériences, sur ce que je savais valoir. Quand j'étais sur mon GR10, l'objectif
pour moi, c'était de respecter mon plan d'action et de respecter ce pourquoi j'étais là. Avancer, 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 m'arrêter le moins longtemps possible, avancer, avancer, avancer et rester dans mes valeurs. Mes valeurs, alors moi, mes valeurs, c'est les 4 P, enfin, je les appelle mes 4 P, c'est plaisir, passion, performance et partage. C'était de rester là-dedans et le partage, je l'ai vécu à 200. La performance, je suis resté quand même dans cette dynamique de performance parce que l'objectif, c'était de réduire au maximum, enfin de toujours avancer, d'être le plus performant possible, donc d'optimiser le temps au maximum. Et voilà, et je reste dans ma passion. Et au final, et c'est marrant parce que j'ai tilté qu'un an et demi après, sur le terme le plus juste pour décrire ce que j'ai vécu sur ce GR10, c'était la liberté que j'ai Ouais. ressenti pendant mon truc. Et en fait, j'étais dans cet esprit de liberté pendant toute la traversée, dans mes valeurs complètes, dans cet esprit de liberté. J'aurais été dans un esprit de confrontation par rapport à un record. Je suis pas persuadé que j'aurais fait. Alors, je suis sûr que j'aurais pas fait moins de 10 jours. J'ai fait 9 jours et 9 heures au final. Je suis sûr que j'aurais pas fait moins de 10 jours. Et je pense que j'aurais difficilement fait moins de 12 jours. Parce OK, que ouais. j'aurais été trop dans une comparaison par rapport à un record, à ce record. Et j'aurais peut-être plus vécu la difficulté et ce manque de liberté justement pendant l'épreuve. Donc en fait, la prépa mentale, ouais, je pense que c'est fondamental et on l'a vu, hein, on l'a vu sur les Jeux Olympiques, notamment avec Léon Marchand, parce que c'est un peu la star française des JO. Enfin, c'est pas un peu d'ailleurs, la star française avec Teddy Riner des JO, mais qui a appuyé tout ce qu'il faisait en préparation mentale et tout ce que ça lui a apporté en termes de préparation mentale. Et effectivement, si on devait en juger uniquement par le physique, tu regardes Léon Marchand par rapport aux autres nageurs. Alors, j'ai pas été en photo à côté de lui, donc je serais moi-même gringalé par rapport à lui. Mais on pourrait dire qu'il est un peu gringalé par rapport aux autres nageurs. Et s'il devait se comparer physiquement par rapport aux autres nageurs, il serait comme ça sur une ligne de départ. Non, lui, il joue sur d'autres aptitudes, sur ce qu'il est réellement et ce sur quoi il peut s'appuyer mentalement, émotionnellement pour réussir sa course. Et en optimisant ça, il met une claque à tout le monde. Mmh. Donc ouais, non, pour moi, c'est ça a un impact énorme sur la performance et sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on peut faire pour atteindre ses objectifs. Et là, je parle pas que de performance sportive, hein, professionnelle, étudiante. Je prends souvent cet exemple d'un étudiant qui va passer un oral. Il a beaucoup connaître ses cours par cœur. S'il sait pas gérer ses émotions et son niveau de stress, il va se prendre une bulle parce qu'il ne saura pas ressortir toutes ses connaissances, il va être bloqué et il ne pourra pas ressortir sur ses connaissances. Je le dis parce que moi, je l'ai vécu quand j'étais jeune. Bah, bien sûr, Heu, ouais. alors que quelqu'un qui va savoir gérer ses émotions, au lieu de prendre une bulle, il peut se prendre un vin parce il connaît la même chose au final, il a cette même Mmh. base de connaissances. Comme quoi l'impact, il peut Ouais, être de 0 ce qu'on pourrait comparer à l'entraînement, en fait. On dit toujours qu'il y a les champions de l'entraînement et puis qu'en compétition, ils n'arrivent pas à donner leur plein potentiel. Et du coup, est-ce que tu aurais des petits tips, des petites, techniques par rapport à ça pour gérer vraiment les attentes, la pression avant une course? Donc si je comprends bien, déjà, tu ne te compares pas, aux autres, tu ne te compares pas, à ce qui a été fait avant. Et par contre, tu as quand même des attentes vis-à-vis de toi-même ou tu restes vraiment dans l'instant présent? Enfin, comment tu gères toi ton événement, surtout sur une course très, très longue comme ça? Parce qu'on dit parfois que la projection peut aussi mener à l'angoisse puisqu'on se dit: «Est-ce que je vais réussir à tenir, jour par jour? Est-ce que, bah, tiens, au 7e jour, est-ce que j'en serai là ou pas?» Comment tu as géré? Est-ce que tu as pris un jour à la fois ou tu étais directement, focus sur le 9e jour? Là, on est vraiment sur les champs de concentration et sur cette variation. Alors, la première question par rapport sur une ligne de départ, Oui, moi, en fait, je regarde jamais qui y a sur une course. Alors, OK. avec les médias, machin, on voit toujours passer, au final, on sait qui y a. Mmh, Mais mais je vais tu y pas me prêtes pas attention, ouais. mais oui, et puis je vais pas approfondir, je vais pas m'appesantir sur: «Ah ouais, lui, qu'est-ce qu'il a fait comme résultat? C'est quoi ses derniers trucs, machin?» Moi, je m'en fiche, mais alors complètement. J'ai jamais, jamais regardé ça. Pourquoi? Parce que moi, sinon, ça me met une flambée de stress, hein, de me dire: «Ah mais par rapport à lui, je suis pas capable et tout». D'ailleurs, 1re UTMB, enfin, là où je fais 6e sur l'UTMB, je fais 6e parce que je me suis mis, un blocage parce que celui qui fait 5e, c'est Fabien Antolinos, Oui. qui n'a jamais, que je n'avais jamais battu jusqu'à présent et il a fait toute la course à moins de 5 minutes devant moi, hein. Et Ouais, comme quoi, je ouais, pense qu'inconsciemment, c'est pas parce que j'étais moins bon que lui, j'en suis convaincu. C'est ouais, qu'inconsciemment, il y a une je dis: barrière, ouais. «Je l'ai jamais battu, pourquoi je le battrais aujourd'hui, quoi?» Mmh.
Ouais, je vois. Et c'est pour ça que je regarde jamais en fait, et si j'ai fait ces résultats, 4e à La Réunion, imagine, La Réunion technique comme c'est, Ah bah, bien sûr. moi qui viens de Nantes, je fais 4e, c'est complètement, illusoire, mais hallucinant. Mais parce que je regarde pas en fait et je me contente de faire ce que de m'ancrer sur ce que moi je pense savoir faire. Donc ça, c'est le premier élément donc que tu évoquais. Après dans une course, oui, il faut pas trop se projeter parce que ça peut être, hyper anxiogè enfin ça peut être anxiogène. Donc là, ça va être, alors des tips, parler de tips, c'est très compliqué parce que c'est des tips qui me sont propres et Oui, oui, oui. Je parlais plus toi, qu'est-ce que tu mets en place, par exemple? Est-ce que tu visualises quelque chose ou est-ce qu'au contraire, tu es vraiment que focus sur ta respiration, le bruit de tes pas? À quoi tu peux penser vraiment quand tu c'est un travail déjà qui commence longtemps en amont. bah, oui, oui. Tu parlais des champions du monde de l'entraînement, bah, moi j'ai fait la méthode Target. Alors Target, c'est pas target, l'objet de la cible, même si ça pourrait s'y prêter par rapport à la prépa mentale. C'est Christian Target qui a créé cette méthode et il a coutume de dire: «Quelqu'un qui est champion du monde de l'entraînement, on peut en faire un champion du monde tout court». Par contre, quelqu'un qui est médiocre à l'entraînement, Eh oui. on va pouvoir développer son potentiel et le faire progresser avec un mental plus fort. Par contre, ça va être beaucoup plus compliqué, voire difficile de qu'il Ah bah, soit là, champion du c'est monde. juste mental. Si tu le C'est fais à l'entraînement, pourquoi tu le fais pas en Tu as course? les Ça veut dire que capacités. tu peux le faire, c'est possible. Exactement, exactement. Donc ce qu'il faut, c'est mettre en place les choses. Donc après, il y a plein de choses. En amont déjà, ça va être de travailler, sur des protocoles alimentaires déjà. On va dire: Mmh. «Ouais, mais c'est que alimentaire, qu'est-ce que ça a à voir avec le mental?» Oui, mais déjà en amont, se préparer ces protocoles Mettre alimentaires, des c'est routines en aussi place, se préparer mentalement à savoir ce qu'on va manger. Donc on est déjà dans le mental. Tu vois ce que bien je veux sûr. dire? C'est pareil pour sa course. Je te dis, moi, sur le GR10, je ne me suis pas axé sur les 12 jours du record qui était à l'époque, mais moi, je suis parti sur mes 10 jours, parce qu'en plus, c'était un nombre rond, donc ça me plaisait, mais je suis parti pour faire mes étapes là-dessus. Mais là, je pars sur un projet l'année prochaine qui est le GR34 en Bretagne. Mes étapes, je les établis à l'avance pour pouvoir me projeter sur quelque chose lorsque je suis à l'entraînement et ça, je me le répète et je suis en visualisation constante sur mes sentiers. Quand je te disais, je préparais le GR10 sur mon tapis roulant et mon home trainer, moi, je n'étais pas sur mon tapis roulant et sur mon home trainer. Je forçais sur mon tapis roulant et sur mon home trainer. Je faisais une activité physique à la maison, mais mon esprit, il était dans les montagnes. Je visualisais les montagnes, les sentiers des montagnes. Et en prépa mentale, on dit qu'il y a eu des études, hein, sérieuses qui ont été menées et qui ont prouvé que le physique, en fait, entre une information qu'il vit et une information envoyée par le cerveau qu'on fait en imagerie, il voit quasiment pas la différence. Ouais, j'avais regardé ça, c'est super intéressant, Il voit ouais. Ouais. quasiment pas la différence Un et ça geste qui est répété par la visualisation du cerveau, exactement, on a l'impression de l'avoir fait, physiquement. exactement et tous les grands champions, quel que soit le sport, s'ils sont arrivés à leur niveau, c'est que quand ils étaient jeunes et dans leur vie de tous ils arrêtent pas de revisualiser. Moi, quand je Mmh. vais chercher mon camping-car pour le GR10, il faisait tout bleu et puis, au-dessus de Nantes, il y avait un petit nuage, il y avait des nuages, à l'horizon et puis là, ça m'a fait sourire de moi-même. J'ai pris une photo et je l'ai postée sur les réseaux après. Je dis: «Qu'est-ce que vous voyez vous?» Moi, je vois la chaîne des Pyrénées et je me vois courir dedans. C'est complètement c'est débile, mais déjà, je m'y projette. Ça montre la projection que j'ai déjà au quotidien. Ça peut faire sourire, mais pourtant c'est hyper important. Ça, c'est en amont, déjà. Les protocoles à faire, protocole avant la course, protocole d'alimentation qui vont être super importants, protocole de course, les étapes que tu vas te fixer pour justement, comme tu Une disais, organisation en fait qui rassure l'organisation aussi quelque part. qui va rassurer, qui va te permettre pendant la course d'être dans quelque chose que tu maîtrises, que tu connais. Et puis pendant la course, ça va être plus d'être dans l'instant présent parce qu'en fait, le reste, tu l'auras tellement travaillé en amont que ça va être dans C'est l'inconscient. automatique, ouais. Ça va être dans l'inconscient. Donc, ton déroulé de course, tes objectifs, tout ça, tu l'auras déjà travaillé. Mais ça se prépare en amont. La prépa mentale, ça se prépare pas 2 semaines avant une course ou pendant la course. Ça s'improvise pas. Ça se travaille. C'est un entraînement du mental, tout comme pour faire un trail, tu vas pas t'entraîner 2 semaines avant. Tu vas t'entraîner des semaines, voire des mois avant. Bah, le mental, c'est la même chose. Pour avoir cette spécialisation dans le mental et cette optimisation du mental, il faudra le travailler avant. Et c'est pareil, après la course, il y a aussi
tout ce qui va être feedback et ça va être hyper important aussi parce que ça va te permettre de rebondir sur tes prochaines courses, d'en tirer des enseignements, de retravailler sur d'autres choses, de voir ce qui a été, ce qui a pas été, de pouvoir, perfectionner aussi un petit peu tous tes outils. On va travailler en prépa mentale, il y a plein d'aptitudes différentes. On va travailler sur la gestion du stress avec l'énergie, donc surtout sur la respiration, sur le relâchement, la relaxation. On va travailler sur les émotions avec notamment de l'imagerie mentale, en travaillant sur ses émotions en imagerie mentale, en travaillant sur ses émotions avec des bibliothèques, ce qu'on appelle d'émostats, d'émotions qui vont te permettre pendant l'événement de pouvoir switcher aussi sur ses émotions, sur l'estime de soi avec ses raisons d'être, en mettant du sens à ses objectifs, en savoir pourquoi, en sachant pourquoi on va faire ça. C'est la base. Si tu sais pas pourquoi tu vas sur un trail, tu te tires une balle dans le pied tout seul. Et puis après, on va travailler sur la motivation, notamment avec la programmation, la planification de tout ce qu'on va faire, tout ce que j'ai dit par rapport au GR10, les étapes. Et puis après, de la concentration. Donc là, on va plus être dans l'action. Donc la concentration, on va travailler sur les champs de concentration, sur comment se concentrer, sur quoi se concentrer, comment mettre les choses en place, sur de l'imagerie aussi mentale dans le présent. Et puis sur la communication aussi, qui va être importante, peut-être à moindre mesure, qui pourrait paraître moins important que sur des sports co ou autres, ou d'entreprise, mais même dans un sport individuel qui va être important, parce qu'il y en a beaucoup qui sont accompagnés de leurs proches, mais combien arrêtent parce que leurs proches, au bout de 120 kilomètres de la Diagonale des Fous, vont leur dire: «Non mais c'est bon, tu as vu dans l'état dans lequel tu es, allez arrête et puis on va profiter des vacances après ou tu vas pas te mettre dans un état minable». Et puis on est dans un tel état de fatigue qu'on dit: «Bah ouais, tu as raison, allez j'arrête». Et puis combien regrettent après? Combien regrettent après? C'est: «Putain, j'ai abandonné sur mon objectif de l'année, voire de ma vie quoi. Qu'est-ce que je suis con, mais j'aurais pas dû». Mais ça se travaille en amont, par la communication notamment avec ses proches, avec son entourage, avec son staff, avec tout ça. Mais ouais, il y a plein d'éléments qui sont à travailler, quoi. Mmh. OK, OK. Ben, moi, je sais justement que la visualisation, c'est maintenant quelque chose que je pratique, ben, même que j'ai longtemps pratiqué sans le savoir. Par contre, très souvent, là, si je prends, voilà, mon cas un peu plus personnel, hein, de mon dernier marathon, je l'ai tellement visualisé ce marathon, à outrance, qu'au final, ça m'en donnait une pression justement, cette visualisation et je sais pas comment est-ce que tu peux dissocier ça? Moi, je m'imaginais tout le temps et au final, très souvent, je me rends compte que ce que j'ai imaginé, forcément, ce n'est pas exactement pareil. Donc j'imaginais les odeurs, j'imaginais, le bruit de mes pas, j'imaginais vraiment le parcours, j'essayais vraiment de m'immerger et puis au final, le jour J et ben, il a plu à torrent, il faisait très, très froid, j'ai chopé le covid une semaine avant, et puis toutes les visualisations que j'avais fait, elles s'effondraient devant moi et au final, ça me rajoutait de la pression. Donc comment est-ce que tu gères aussi cet imprévu? Puisqu'il y aura forcément, j'imagine, ce que tu visualises et ce qu'il y a sur le terrain, il y a souvent peut-être des nuances qui se créent? Ouais, alors ça va faire partie du travail. C'est bien de se visualiser, mais il faut pas se visualiser que dans du positif. Il faut se visualiser aussi, mais d'une certaine manière et ça on le travaille vraiment spécifiquement, on appelle ça en mode méta. C'est-à-dire qu'on n'est pas intégré à l'action dans notre imagerie mentale, je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est-à-dire qu'on ne vit Oui, pas oui, oui. l'image, on ne vit pas l'action, mais on se voit vivre une action. C'est différent parce qu'on s'intègre pas à l'action, on s'associe pas à l'action. On arrive à Ouais, se c'est ça. dissocier. Moi, à chaque fois, je m'associe à un scénario, en fait, c'est ça. C'est Je ça. Quand c'est m'associe positif, c'est très bien. Quand c'est négatif, et c'est bien de le faire aussi en négatif, mais quand c'est négatif, il faut savoir se dissocier, voir ce qu'on pourrait ne pas faire de bien et mettre des choses en place, déjà anticiper des choses en place par rapport à tout ça. mmh. Et à force de travailler sur des scénarios différents et tout ça, moi j'appelle ça une reprogrammation du mental. Je considère, enfin, je fais un parallèle entre le cerveau et un ordinateur, un disque dur. Et en fait, ça va être programmé ce disque dur de manière à lui mettre des informations. Et la somme de toutes ces informations va faire que quand on est en course, Il y a même des si on vit, réactions automatiques qui il y a vont se des mettre en réactions, des place. automatismes qui vont se mettre en place. Ouais. Même si c'est une situation qu'on n'a pas visualisée, on sera en capacité d'y faire face parce qu'on en a visualisé tellement qu'après, Ouais. le mécanisme va se mettre en place et qu'on va trouver des choses. Quand je te dis le GR10, que je déclenche pas ma balise au bout de 2 kilomètres, que je casse mon bâton au bout de 5 kilomètres, je ne l'avais pas visualisé, je l'avais pas anticipé. Oui, Mais oui, j'avais oui. tellement travaillé sur des choses que ça m'avait permis d'y faire face. La deuxième chose, c'est que c'est bien de visualiser, mais ça peut être anxiogène aussi, comme tu l'as dit, ça peut générer un stress parce que tu es toujours dedans et tout ça. Donc il y a deux solutions. Soit c'est se dire, bon, je sais que ça peut me générer du stress, donc je vais visualiser ma course, mais je vais me dire,
comme l'entraînement physique. Je le fais que de telle heure à telle heure ou à tel moment de la Ouais, journée ou de la semaine. compartimenté, ouais. Moi, Compartimenter. c'était tout le temps, ouais, ouais. C'est ça, compartimenter pour que ce soit vraiment ciblé. La Mmh. deuxième chose, c'est de travailler donc là-dessus et en parallèle, de travailler sur la gestion du stress. Donc là, on va plutôt être sur l'énergie, ce que je disais, l'élément de potentiel énergie par rapport au modèle global. Sur l'énergie, donc on va travailler sur cette gestion du stress, notamment avec du relâchement sur la respiration, pour se calmer, pour revenir dans un niveau de stress plus raisonnable, de maîtrise plus important, de contrôle en fait de soi, pour pouvoir équilibrer en fait ces deux éléments de l'imagerie et de la gestion du stress, pour pouvoir arriver sur la ligne de départ avec, en sachant là où tu vas, mais en sachant aussi que tu vas déjà travailler aussi, tu as plein d'éléments à travailler, hein, tout est interconnecté, mais sur Oui. le sens aussi que tu donnes, parce que le sens que tu vas donner à ton événement va pouvoir aussi tu vas pouvoir travailler sur ce niveau de stress. Oui, oui, bah, c'est vrai que moi, en plus, c'était, une course qui me tenait vraiment à cœur puisqu'elle était, chez moi sur Amiens. Il y avait ma famille, il y avait, ça faisait longtemps qu'on s'était pas forcément vus, j'avais l'espoir de remporter cette course, donc forcément, c'était beaucoup d'attentes aussi et au final, je pense que les attentes, des fois, trop d'attentes développent, quand c'est mal géré, comme tu le dis très bien, C'est mal géré. ça développe l'effet inverse, donc c'est vachement intéressant aussi de se connaître et de connaître ses réactions vis-à-vis des stimuli qu'on vient mettre au cerveau, quoi. Mmh mh. Ouais, non, mais complètement et oui, il y a beaucoup d'outils, en fait, qui permettent de gérer ça. Comme je te disais, il faut mettre le sens que tu mets et le sens peut être anxiogène. Tu disais: «C'est chez moi» et tout ça, donc tu connais le sens que tu vas mettre derrière, mais il faut savoir, en gérant ce niveau de stress, aussi déterminer tes objectifs. Mmh. Précisément, précisément. Tu pars sur ce marathon, quels sont pour toi tes objectifs? Alors, tu connais le sens de l'épreuve parce que c'est chez toi, parce que tu as envie de gagner et tout ça. Mais gagner, c'est bien gagner. Mais ton objectif personnel, c'est quoi? Ouais, ouais, Tu peux gagner un marathon en 2h05 et tu peux le gagner en 2h50 ou 3h10 en fonction du marathon. bien sûr. Donc, c'est déjà savoir quel temps, toi, il faudrait. Parce que gagner, si l'autre, gagner le marathon d'Amiens, si l'autre, il fait, je ne sais pas combien tu vaux au marathon, mais si l'autre, il fait 2h10, euh, Ah oui, oui, clairement. Bah, là, pour le coup, moi, c'était pas le problème. Je dirais que moi, je suis tout le temps trop perfectionniste et trop ouais, là, je m'étais vraiment, ancré sur une allure, c'était 3 minutes 47,0 par kilomètre, tu vois? Et je m'étais vraiment focus là-dessus. Et après, je me suis rendu compte qu'avec les conditions, météo, donc il faisait très froid, il y avait d'énormes flaques d'eau sur le parcours et tout, bah, forcément, j'ai perdu un peu de temps et du coup, ça engage du stress, voilà, c'est plus ça le problème chez moi, voilà. et alors là, on est vraiment sur un stress qui est pas forcément post, épreuve, donc qui est pas généré avant l'épreuve, mais pendant l'épreuve. Et là, effectivement, sur ce niveau de stress, on va plus travailler sur, enfin moi, ouais, on appelle ça de la gestion. On appelle ça de la gestion de l'erreur, dans la méthode Target. Et Oui, je dis ça, mais c'est l'erreur, c'est pas une faute, quoi. Enfin moi, du coup, je le transfère sur plein de cas différents. Pour moi, c'est un des outils clés, de l'action. C'est, ce qu'on appelle les 2 R. C'est de travailler sur son relâchement. OK, là, je commence. C'est déjà savoir déterminer, donc on appelle ça les sentinelles. Donc des balises, en fait, qui vont dire: «Hop là, attention, là, ça s'allume. Là, je commence à rentrer dans un niveau de stress qui est pas bon. Hop, mmh, je rentre en panique, une croix, allez, je prends le temps de me relâcher. Je relâche, je travaille sur ma respiration, toc, on a des outils pour ça. Je travaille sur ma respiration, on pose les bagages, quoi, toc. La deuxième chose à faire, c'est revenir dans l'action. Donc se reconcentrer sur ton action en remettant le bon niveau d'objectif par rapport à redéfinir, en fait, adaptation, redéfinir directe, ouais. l'objectif par rapport aux conditions, aussi aux conditions d'adversité, de terrain, de météo, de matériel, de tout ce que tu veux, mais d'organisation même. Bref, redéfinir l'objectif. Une fois que tu as redéfini l'objectif, tu pourras te reconcentrer sur l'action. Donc, c'est une Mmh. action qui correspond à l'objectif que tu t'es fixé. Donc, peut-être qu'au lieu de 3,47, c'est ce que tu as dit, je crois. Enfin bref, Oui, au lieu du ouais, ouais. chrono que tu as mis, au lieu de 3,47, OK, bon, là, les conditions météo, non, bon, allez, je vais plus sur un 3,53, par exemple, Oui. parce que là, c'est plus cohérent. Et pof, tu redescends tout de suite. Mais ça, c'est pareil, ça se travaille en amont, à l'entraînement, tout ça, parce que
tu pourras pas le mettre en place sur le jour de la course si tu l'as pas travaillé en amont. Tu auras pas, ou alors tu vas peut-être le mettre en place au bout de 10 kilomètres, quoi. Mais Trop bon, en 10 tard, ouais. kilomètres sur un marathon, tu as perdu déjà une demi-heure, quoi. Ouais, Non, le fait de le travailler en amont, ça va te permettre tout de suite, c'est exactement ce que j'ai fait sur le JR10, hein. Hop, j'ai pas déclenché la balise, OK, erreur, on se calme. L'objectif, c'est quoi? Bon, l'objectif, c'est de faire la meilleure performance possible jusqu'à Hendaye. Tac, donc qu'est-ce qu'il faut pour ça? Analyse rapide. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Bah, il me faut mon temps du départ à l'arrivée. Là, il me manque les 2 premiers kilomètres. Qu'est-ce que ça peut générer? Un stress parce que pendant 850 kilomètres, je vais penser à ma balise qui n'a pas été déclenchée au début, donc ça va me générer un stress. Non, OK, la solution, revenir au départ, redéclencher. Allez, je rentre dans l'action, je vais au départ, je redéclenche et je repars. Donc voilà, mais ça, c'est un mécanisme qui m'a pris 30 secondes. mmh. Et au final, j'ai même rien perdu puisque le record, il partait au moment où je déclenchais ma balise. Donc, je suis revenu au départ 20 minutes après mon premier départ, mais ces 20 minutes, c'est même pas du temps de perdu, c'est 20 minutes d'échauffement quelque part parce que au lieu de partir à 18h, bah, c'est parti à 18h21 mon record, c'est tout. Donc au final, j'ai même rien perdu. Le bâton, la même chose. Le bâton, bah, il y a un grain de sable qui était dedans, il se dépliait plus, il se dépliait plus. Bon, bah, hop, relâchement, toc, analyse du truc et on repart sur l'action. OK, bon, bah, j'ai un ravitaillement, j'ai quelqu'un qui m'attend 3 kilomètres plus loin. Je sais que j'avais laissé des bâtons quand même, j'avais tout anticipé, hein, mais j'avais laissé des bâtons de rechange, toc, bah, je pourrais lui reprendre des bâtons et continuer mon aventure. Bref, mais ça se travaille en amont. Ouais, je vois vraiment rester lucide et puis, avoir une prise de décision cohérente et rapide, pas dans le feu de l'action, mais dans la concentration du moment. C'est-à-dire pas être pris, par une excitation, négative, mais être capable de se poser même dans l'action et de réagir très vite, quoi. Mais pour justement prendre une décision dans un état de lucidité qui soit approprié, il faut savoir revenir au calme. Mmh. Si tu ne sais pas revenir au calme, tu pourras jamais prendre une bonne C'est décision. biaisé, ouais, le cerveau Tu il est pourras pas prêt, jamais hein. prendre une bonne décision. Donc c'est aller déjà être conscient, parce que des fois, on fait des «erreurs» entre guillemets, mais sans s'en rendre compte. Tu vois, une hypoglycémie, mince, j'ai mal mangé un ravitaillement, tu as une baisse de régime, mais tu t'en rends pas for «Putain, je suis moins bien, pourquoi je suis moins bien?» heu, mais tu te rends pas compte, en fait, il y a un moment donné, tu te rends pas compte du curseur si tu commences à rentrer dans cette zone de vicieuse de panique parce que tu es plus dans ta course. Tu t'en rends pas, donc c'est vraiment déjà déterminer la balise qui va te permettre de te dire, de conscientiser: «Ah non, là, stop, je suis plus dans mon schéma. OK, je l'ai déterminé. Maintenant, deuxième axe, on revient au calme, on se Mmh. relâche. Troisième axe, on analyse la situation. OK, j'ai pas été bien à tout ça parce que telle chose. Troisième axe. Quatrième axe, bon, OK, maintenant, il faut revenir dans l'action. Donc, remettre les choses en place, remettre les choses en place, et après, tu reviens dans ton action en ayant remis tes choses en place. Mais tous ces petits protocoles, tu loupes une étape, et ben, tu peux te foirer complet. Si à un moment donné, tu n'as pas pris le temps de te reconcentrer sur l'analyse de la nouvelle situation, bah, tu vas reproduire ce que tu as déjà fait avant, parce que tu vas repartir à ton 3,47 au kilo. Ouais, 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 bah, c'est Donc, ça, ouais. donc c'est plein de protocoles, mais qui sont hyper importants à mettre en place pour revenir dans cette action réussie et dans cette action que tu vas être en capacité de tenir, de réussir et de garder en fluidité, ce qu'on appelle en fluidité, c'est-à-dire dans ton flow, enfin, le flow, oui, dans ta fluidité. Ouais. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, je pense que ça aurait aussi servi à beaucoup d'auditeurs. C'est pour ça que j'ai pris mon cas concret parce que je pense que je suis, très loin d'être le seul, très, très loin et du coup, bah, j'appliquerai tes conseils, lors de mes prochains événements. Justement, je me suis lancé le défi d'aller au bout des 100 kilomètres d'Amiens en octobre 2025, donc je penserai à toi. Voilà, c'est ce que j'ai vu, ouais, ouais, ouais. Donc j'ai essayé d'appliquer tout ça et puis je pense que plus la distance s'allonge et plus le mental, rentre en jeu et c'est peut-être l'une de tes très grandes forces. Donc là, ce que je te propose justement pour finir, donc assez rapidement, j'aime bien poser cette question. Si tu pouvais revenir en arrière sur ta carrière, quel serait ton meilleur souvenir de course et ton pire souvenir justement de course? Et quelle force t'en as tiré derrière? Comme dirait mon mentor, Christian Target, la vie, elle se passe devant, elle se passe pas derrière. Donc en fait, le passé, les points les pires, j'essaie de les éviter, et en fait, je prends rarement conscience de ce que j'ai fait avant et de mon «palmarès» entre guillemets. C'est les gens qui me le rappellent, mais moi, en fait, je suis tellement concentré sur ce que j'ai envie de faire que je conscientise pas trop ça. Ouais, super intéressant. Je me doutais justement que tu allais me faire un parallèle avec ça et c'est Je regarderai ma carrière quand j'arrêterai de courir, quoi, je pense.
Mais clairement, non, là, j'essaie toujours d'être dans une dynamique positive et d'avancer, en fait. Là, je suis sur mon GR34 que je prépare pour mes prochains, là, le Tour de la Bretagne. Mes Mmh. 2000 kilomètres que j'ai jamais fait, mais je me prépare là-dessus. Alors oui, je prends des exemples et effectivement, si je devais pointer un doigt, un de mes meilleurs souvenirs, bah, c'est ce GR10. Pour moi, était fabuleux, cet esprit de liberté, cette notion de liberté, qui pour moi était, tu vois, ça passe même avant un titre de champion du monde, hein. Donc c'est Oui. quand même, c'est dire l'importance pour moi de ce GR10. Mais ouais, ça a été un moment incroyable humainement, personnellement. J'ai vécu une vie en 10 jours, en fait, et ça, c'était juste fabuleux, et c'est pour ça que je me réoriente sur l'aventure un peu comme ça parce que c'est des expériences uniques. Ça, c'est mon meilleur souvenir de course, et puis la gestion aussi, comme je le disais, la gestion mentale pendant cet événement a été, extraordinaire. Je te dis, je me suis vrillé la cheville au bout de 2 jours. J'ai fait 7 jours avec une cheville énorme. Au 8e jour de course, je chute, j'ai la hanche qui est déboîtée complet. Enfin, j'ai hyper mal à la hanche. Les descentes, ça devient un enfer. Mais je suis resté dans mon épreuve, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je reste ancré. La moins bonne, je sais pas. Ouais, je me doutais que tu allais mais justement, je pense que c'est un trait de caractère ultra positif et propre peut-être aux champions, c'est de prendre l'échec en de dire que l'échec n'existe pas quelque part. Je pense que c'est peut-être tu peut-être cette, ce mindset-là en te disant que Pas d'échec, il y a que des voilà, apprentissages. D'ailleurs, c'est pas un livre de moi celui-là, mais je l'ai toujours aussi à côté de moi. Je l'ai lu, c'est Les vertus de l'échec. et Il oui, est super intéressant parce que ouais, justement, ça permet oui, donc en fait, de quand se on servir, de pas échouer, mais de se servir de l'échec. voilà, quand on pense comme ça, l'échec n'existe plus quelque part puisque c'est pas un échec, c'est juste un apprentissage et qu'on peut tout le temps, rebondir donc je comprends bien le l'état d'esprit. Bah, du coup, on va quand même parler un petit peu de tes prochaines, aventures et que de ta migration vers la course aventure, le trail aventure. Alors déjà, qu'est-ce que tu appelles trail aventure et comment ça va s'articuler pour toi? Ben, alors, trail aventure, c'est un peu ce que j'ai vécu enfin, pour moi, c'est ce que j'ai vécu sur le GR10. En fait, c'est une toute autre organisation que l'ultra trail, c'est-à-dire que derrière, il y a toute une logistique Oui, impérative. Il y a une gestion en plus du sommeil que moi, j'ai pas sur de l'ultra trail parce que, il y a un départ, une arrivée et puis on court tout le temps. Un UTMB, tout ça, moi, je ne dors pas, donc j'ai pas cette notion. Alors, c'est mon cas à moi, c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, je j'ai pas cette gestion-là. Là, il y a une gestion de l'alimentation, des repas, une gestion du sommeil, il y a une gestion de son assistance parce que moi, je le fais avec assistance, du coup. Il y a une gestion du parcours, de l'organisation. En fait, là, c'est moi qui organise mon propre événement. Donc, c'est beaucoup de budget, c'est beaucoup d'investissement personnel, mais c'est ça qui est passionnant. C'est vraiment tous ces curseurs à ah, développer, il y a plein de et paramètres, ouais. ça, c'est super intéressant. Et donc là, mon prochain objectif, prochaine aventure, ce sera en mai prochain, donc du 1er au 20 mai. Ce sera le GR34, Oui, donc du Mont-Saint-Michel à Saint-Nazaire par le sentier des douaniers. C'est 2100 kilomètres que je veux faire en 20 jours, que j'ai pour objectif de faire en 20 jours. Ah, si on devait parler de record, le record il est à 25 jours, mais c'est une information, mais je m'en fiche en fait. Je m'en fiche parce que moi, l'idée, c'est de mettre en place les choses pour faire mes 20 jours, comme je l'évoquais déjà suffisamment longuement. Je vais avoir 2 assistances même pour m'aider qui vont se relayer. Et moi, mon objectif, c'est dans cette notion de partage, c'est d'inviter les gens. Alors, je vais le faire pour la Ligue contre le cancer, donc j'ai rendez-vous juste après, justement, avec eux. Ça, je vais d'accord, devoir m'absenter. Mais oui, là, l'idée, je vais faire pour la Ligue contre le cancer parce que bah, je parlais de Pascal Balducci, mon entraîneur, qui était avant tout un très, très grand ami à moi, mon plus grand ami peut-être, et qui est disparu l'année dernière d'un cancer. Donc, ça m'a forcément beaucoup touché. Donc là, oui, oui. j'ai maintenant à cœur de faire ce que je fais pour cette cause qui touche trop de monde. Et l'idée, c'est d'inviter les gens à me rejoindre sur le sentier également. Et il y a déjà énormément de monde qui m'a dit être présent sur les sentiers. Donc, j'ai sur mon site internet ericlavry.com, je vais avoir la cartographie avec le tracé. On pourra me géolocaliser en instantané pendant toute la durée de l'aventure. Donc, ça permettra aux gens Super, ouais, de vivre aussi. de savoir où je suis. Donc, déjà de me suivre à distance, puisque sur les réseaux sociaux, on pourra me suivre également. Donc, de me suivre à distance et éventuellement de venir me rejoindre aussi sur le sentier tout en sachant où je suis. Donc, c'est ce qui fait un peu le charme de ce que j'aime mettre en place sur ces aventures. Et voilà, donc c'est mon prochain grand projet. Ce qui ne m'empêche pas de toujours faire des compétitions parce que j'ai toujours cet esprit de performance.
Donc, je pense que je continuerai à faire un peu de compétition et j'ai notamment un projet de faire l'année prochaine l'Ultra des Templiers, le 100 Oui. km que j'ai jamais fait et qui est plutôt dans mon cadre de performance parce que il y a des parties roulantes et tout. Enfin, je pense que c'est plutôt assez adapté pour moi. Donc, je pense que je vais partir là-dessus en fin d'année. Ouais. OK. Bah, écoute, un très, très grand merci Eric. Je te Heu remercie énormément à toi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Là, du coup, ce que je ferai, c'est que je mettrai toutes les ressources dont tu as parlé. Donc, je mettrai ton livre en description, ton site internet, voilà. Et bah, n'hésitez pas, hein, pour les personnes qui souhaitent se lancer sur la préparation mentale. Je pense que tu seras vraiment un excellent coach. Donc n'hésitez pas surtout. Et je pense que c'est vraiment d'actualité. On n'en parle pas assez. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment mis l'accent là-dessus et que j'ai décidé de te recevoir pour en parler. Et je pense que, voilà, de par ta personne et ton palmarès, tu es très bien placé pour en connaître, l'importance et bien le transmettre autour de toi. Donc, merci en tout cas, vraiment merci et je te souhaite le meilleur pour la suite. Ben, merci à toi Enzo et puis moi aussi je te souhaite le meilleur pour ton 100 km et d'ailleurs le plan d'entraînement qui est de Pascal qui est là-dedans, il est pour le 100 km d'Amiens où j'avais fait deuxième et vice-champion de France Bah, et champion de justement, je France. vais je vais Donc me le procurer et je jeter te un laisse coup les d'œil. billes. Je te laisse les billes et j'espère que tu feras une belle performance là-bas parce que c'est une belle organisation en plus. Bah, merci beaucoup et puis, bah, à bientôt. Avec plaisir, à bientôt, merci. Salut. Salut. Un grand merci pour votre écoute, j'espère sincèrement que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram et ma page Facebook Run Success-coaching. Pour toutes les personnes souhaitant progresser ou améliorer leur performance en course à pied, il faut savoir que je propose un appel bilan 100% gratuit dans lequel je réponds à toutes vos questions et je vous aide à planifier au mieux votre saison. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réserver votre appel directement via mon compte Instagram en passant par mon lien Linktree. D'ici là, je vous souhaite un bon courage et un bon run. À bientôt sur Run Success Podcast.